Pour que l'univers existe, il a fallu sa création. On croit à un seul Big Bang, mais il y en a eu plusieurs, n'est-ce pas? L'existence de Dieu devrait être testée scientifiquement. Le summum de la science est de tenter de comprendre le système d'exploitation de la réalité. Où se trouve la conscience? Les mots les plus dangereux en science ne sont pas « si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru ». C'est « si je ne l'avais pas cru, je ne l'aurais pas vu ». Cela s'appelle le biais de confirmation. C'est la force la plus pernicieuse et destructrice de toute la science. Dr Brian Keating. C'est un cosmologiste expérimental venu discuter de ce qui a précédé le Big Bang et de ce qu'il y a dans notre univers qui semble indiquer que la conscience est fondamentale. Cette météorite trouvée en Afrique du Nord-Ouest a la composition chimique de certaines parties de Mars qui ont été étudiées. Je collecte des échantillons de Mars et de la Lune pour montrer l'activité de notre planète et du système solaire. Et il semble presque certain que nous trouverons des indices de vie sur Mars. Il y a eu récemment des décès et des disparitions de scientifiques. Est-ce que cela vous inquiète? Eh bien, c'est peut-être le signe de... Bonjour, je suis Maïm Bialik et je suis Jonathan Cohen. Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, nous allons parler avec le professeur de physique distingué du chancelier à l'UCSD, le docteur Brian Keating. C'est un cosmologiste expérimental. Le docteur Keating est ici pour discuter de ce qui existait avant le Big Bang. Pouvons-nous prouver que Dieu existe? Et qu'est-ce qu'il y a dans notre univers qui semble indiquer que la conscience est fondamentale? Il est aussi l'auteur de Vers l'impossible et Vers l'impossible, deux conversations incroyables avec des lauréats du prix Nobel. Ce sont des livres fantastiques, beaucoup à discuter avec le docteur Brian Keating. Bienvenue dans ce décryptage. Break it down. Cela faisait longtemps que ça devait arriver. Oui, nous sommes tellement heureuses de vous avoir ici. Vous venez avec, je ne sais pas si ce sont des cadeaux, mais c'est un peu comme un exposé. Ce sont des cadeaux. On en découvrira peut-être certains ou pas, mais ce sont comme des révélations. D'accord, compris. Tu vas le révéler. Nous voudrions commencer par plusieurs endroits avec toi. Je propose de commencer par te demander quelle est ta mission dans ta dimension publique, sachant que tu es professeure et chercheuse. Qu'apportes-tu surtout à travers ton écriture? Je pense que, tu sais, mon objectif en ce qui concerne ma personnalité publique, telle qu'elle est, c'est d'apporter un point de vue d'expérimentateur sur la réalité de ce qu'est la physique. Et, en quelque sorte, d'être un défenseur, d'être un évangéliste, comme je l'appelle, pour la science. Donc, dans la mesure où le public connaît un physicien, ce qui est déjà formidable, c'est Michio Kaku, c'est Neil deGrasse Tyson, c'est Richard Feynman du passé ou Albert Einstein, n'est-ce pas? Ce sont tous des théoriciens. Ces gens s'intéressent à la théorie, mais ne construisent ou pas les télescopes, ni ne les envoient dans l'espace ou au Chili, ni ne font le vrai travail nécessaire pour obtenir des preuves et, idéalement, réfuter les théories. Mon travail n'est pas de confirmer qui que ce soit. On me demande souvent « Qu'espérez-vous trouver ou défendre ?» Ce n'est pas mon rôle. Je ne souhaite pas leur échec, car plus nous apprenons et recueillons de données, plus nous pourrons progresser et apprendre à l'avenir. Et je pense que c'est, vous savez, quelque chose de rare dans la société de nos jours. Tout est tellement théorique, chacun a sa théorie. J'appelle ça les théories de tout, comme la bouillie d'IA. Tout le monde en a une. Donc mon travail consiste vraiment à apporter, vous savez, des preuves solides sur cette question et ensuite à demander où nous pouvons aller à partir de là. L'une des choses sur lesquelles je me demande si vous pouvez vous exprimer, c'est, vous savez, il y a énormément d'intérêt pour de nombreux aspects de la physique qui, dans bien des cas, ne sont en réalité pas fondés sur la physique, que ce soit des théories ou, vous savez, des applications pratiques. Qu'avez-vous observé concernant l'intérêt des gens pour, disons, la vie sur d'autres planètes ou même l'utilisation de l'IA pour essayer, vous savez, de prédire des choses sur la nature de la réalité? Quelle a été votre expérience en tant que personne qui est sur le terrain, mais qui comprend aussi la vision d'ensemble de l'intérêt des gens? Eh bien, je pense que, vous savez, je dis souvent cela et ça me cause parfois des problèmes. Je pense que nous avons une obligation morale, en tant que scientifiques, de partager ce que nous faisons avec le public. Et je pense que trop de gens ne le font pas. Et ceux qui le font parfois sont si mal formés. Et je dirais que, vous savez, en tant qu'actrice, vous apprécierez cela. Mais vous savez, c'est comme si on nous avait donné le plus grand scénario jamais écrit par le plus grand auteur de tout l'univers. Et nous sommes là à bafouiller chaque réplique, vous voyez? Donc je pense qu'il nous faut plus de formation pour cela. Mais mes scientifiques, ceux qui sont de vrais scientifiques, diront « Tu ne devrais pas avoir une chaîne YouTube. Tu ne devrais pas faire ces choses de vulgarisation. Tu ne devrais pas aller sur le Maïm Bialik Breakdown. » Un scientifique sérieux ne fait pas ça. J'ai dit « Oui, j'avais oublié. » Tu n'es pas né en connaissant la mécanique ou l'électrodynamique quantique, n'est-ce pas? Il faut travailler pour apprendre.
Tout ce qui compte pour toi demande des efforts. Je travaille donc là-dessus depuis un moment. J'essaie d'adopter une approche scientifique fondée sur des données solides, même si je pourrais sûrement mieux faire. Actuellement, la meilleure preuve de la théorie des cordes est qu'elle génère de nombreux théoriciens des cordes. Il faut aussi comprendre qu'il existe un fort contre-récit. Des gens comme Peter Thiel, Marc Andreessen et d'autres disent « Eric Weinstein est un très bon ami à moi. Ils disent que la physique a stagné pendant les 5 dernières décennies et que c'est la faute de la théorie des cordes ou de la superasymétrie. Vous vous souvenez de la superasymétrie ? Depuis que vous avez remporté le prix Nobel. Donc tout ça, c'est la super, et c'est le dieu qui a échoué de la science. Et je peux comprendre une partie de cela, mais je pense qu'ils mettent beaucoup trop l'accent sur une branche très étroite de la science. Et ils passent un peu à côté. Nous cherchons tous une théorie du tout, un tout. Je rappelle souvent qu'on n'a pas encore trouvé de théorie de grande unification, un GUT. Vous savez, vous placez la TE avant le GUT, et j'ai un peu d'expérience avec le GUT. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est bon d'avoir des ambitions et de viser le divin. C'est la forme la plus élevée à laquelle on puisse aspirer en science. Essayer de comprendre la couche de base, le système d'exploitation de la réalité. C'est ce que nous, physiciens, essayons de faire. Mais très souvent, cela devient complètement détaché de la vérification expérimentale, de l'épistémologie, voire même des bases de ce que l'on pourrait appeler la méthode scientifique. Et je pense que c'est dangereux, mais il faut séparer les problèmes sociologiques. Vous savez, les scientifiques sont humains, malgré le stéréotype. Vous connaissez la blague. Comment sait-on qu'un scientifique est extraverti? Il regarde vos chaussures quand il vous parle. En fait, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas vraiment formés pour aborder ces sujets. Mais de mon point de vue, le plus amusant, c'est de collecter des données, comme je l'ai dit, et de prouver que quelqu'un a tort. Quand on prouve que quelqu'un a tort, on se rapproche un peu plus de la vérité. C'est ma mission. Je pense un peu à ton histoire et aussi à beaucoup de tes écrits qui tournent autour de la compréhension avec tes propres mots de ce que ça fait de ne pas gagner, tu sais, un prix Nobel. Et tu parles beaucoup de ton père et de la façon dont, quand ton père est décédé, tu as eu l'impression qu'il n'y avait plus rien à prouver à qui que ce soit, n'est-ce pas? Et donc, ça a un peu changé les choses. Peux-tu parler un peu de ton parcours? Parce que, comme tu l'as décrit, tu as la chance d'étudier des choses qui, quand nous étions enfants, nous inspiraient naturellement l'émerveillement, cette sensation d'admiration spontanée. Et c'est ce que tu fais dans la vie. Peux-tu parler un peu de ton parcours, de la façon dont cela t'a mené, en fin de compte, à ne pas gagner de prix Nobel? Oui, tu sais, j'ai toujours adoré l'astronomie depuis petit, et j'ai remarqué que la Lune me suivait. On est plutôt important. On aime se croire vraiment important, mais la Lune ne nous suit pas, tu sais, petit spoiler. Mais c'est ce que je ressentais. Et je me demandais vraiment pourquoi c'était comme ça quand j'avais 10 ans, 8 ans, peu importe. Puis j'ai compris qu'un jour, je pourrais avoir un télescope. Tu sais, si je travaille assez dur, si je gagne assez d'argent, et si j'obtiens un prêt d'une agence à 3 lettres, pas la NSF, mais la MAM. Ma maman m'a prêté de l'argent. Que Dieu la bénisse. Et j'ai acheté mon premier télescope. Cela m'a transformé car j'ai compris qu'on pouvait observer les planètes, les cratères et montagnes de la Lune, ainsi que les anneaux de Saturne, sans aller dans l'espace. On pouvait voir toutes ces choses avec, tu sais, ton télescope, l'œil derrière un télescope, comme celui-ci que mon fils voulait que je vous montre. C'est un télescope imprimé en 3D qu'il a fabriqué lui-même avec des pièces chinoises. Et puis, oui, c'est maintenant caché par quelque chose que je vais vous révéler plus tard. Si vous restez avec nous, c'est, comment on appelle ça? Un avant-goût, un présage. C'est un teasing. C'est ça. Donc pour moi, c'était inimaginable de penser que quelqu'un allait me payer pour utiliser un télescope. C'est comme, voulez-vous un travail de goûteur de glace? Tu sais, et pourquoi pas sorcier, Jonathan? Est-ce que tu aimerais être un sorcier? Oui, on aimerait ça. Et on va te payer. Je me disais, waouh, mais c'est fou. Je peux travailler ainsi, ce qui est étrange, car mon père était professeur. Mais comme il l'a dit, ma relation était compliquée. J'y reviendrai plus tard. Mais tu sais, pour moi, c'était incroyable. Je l'aurais fait gratuitement. C'est comme cet état avec ce gars, Csikszentmihalyi. Vous connaissez sûrement l'état de flow. Devant un télescope, le temps disparaissait toujours pour moi. Je ressens encore cela. Donc, au fur et à mesure que mes télescopes sont passés de quelque chose comme ça, quelques centimètres de diamètre quand j'étais un gamin boutonneux de 12 ans à Dobbs Ferry, New York, tu vois, en grandissant jusqu'à maintenant où j'ai un télescope de 6 mètres à ma disposition, plus ou moins, avec mes 400 collègues à l'Observatoire Summons. C'est juste une extension naturelle de cette pure joie que j'ai à faire ça. Et je le ferai gratuitement. Ne le dites pas à Kevin Newsom, s'il vous plaît. Ne le dites pas encore aux régents. Tu sais, je suis toujours un employé public. Je le ferai gratuitement. Et j'adore ça. Pour moi, l'idée d'utiliser un télescope pour voir dans le passé comme une machine à voyager dans le temps est fascinante. Je ne te vois même pas tel que tu es à l'instant. En fait, je te vois avec 2 nanosecondes de retard. Et je vois Jonathan avec 4 nanosecondes de retard. Donc il a l'air un peu plus jeune. Tu sais, il a l'air un peu plus jeune. La lumière voyage à une vitesse très élevée.
environ 1 pied par milliardième de seconde. Ainsi, regarder l'espace revient à observer le passé. C'est pour ça que le Soleil pourrait, tu sais, Dieu nous en préserve, disparaître maintenant. On ne le saurait que 8 minutes plus tard. Mais ce serait la plus belle dernière chose que vous puissiez faire ensemble. Ne vis pas comme si c'était ton dernier jour, mais comme si tu n'avais que 8 minutes. C'est ça, la leçon. Donc pour moi, ce que je trouve le plus mignon, c'est qu'il y a une citation que j'adore de Søren Kierkegaard, tu sais, le philosophe scandinave très déprimant. Et il a dit, tu sais, la vie doit être vécue en avançant, mais on ne peut la comprendre qu'en la regardant en arrière. Nulle part ailleurs, dans toute la science et dans toute la société, tu n'as une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et regarder le passé. Donc, j'éprouve un plaisir presque orgiastique à y penser et qu'on puisse le faire pour gagner notre vie. C'est juste, je pense, le plus grand privilège que je puisse avoir. Qu'est-ce que tu essayes de trouver? Actuellement, j'utilise nos télescopes pour 2 types d'astronomie. L'un utilise la lumière visible pour rechercher des violations de symétrie dites interdites dans l'univers primitif. Par exemple, si la lumière rouge voyageait plus vite que la bleue, ce serait un changement de vitesse de la lumière. Nous n'avons aucune preuve, mais cela pourrait être détecté subtilement. Et cela montrerait une violation non seulement de certaines lois sur la façon dont la lumière se propage, mais aussi de la théorie de la relativité d'Einstein. C'est une branche, un peu comme mon activité secondaire. Je fais littéralement ça pour le plaisir. Ton activité secondaire consiste à essayer de réfuter la théorie d'Einstein. C'est bien ce que tu dis. Mon travail principal, tu sais, en plus d'enseigner à l'UC San Diego, c'est d'utiliser le rayonnement du fond diffus cosmologique. C'est la lumière la plus ancienne de l'univers. C'est la chaleur résiduelle après que, tu sais, Dieu a appuyé sur le bouton du micro-ondes et qu'il a sorti ce qu'il était en train de créer. Il a fait cuire la soupe primordiale. Dans cette soupe primordiale persiste une chaleur, une lueur issue de la fusion des premiers noyaux, l'hydrogène et ses isotopes devenant hélium, etc. Et c'est tout ce qui existait pendant des millions, peut-être des milliards d'années, jusqu'à la formation des premières galaxies. C'est donc la lumière la plus ancienne de l'univers. Et comme je l'ai dit, quand on regarde quelque chose dans l'espace, on regarde dans le passé. Donc on voit un instantané non seulement de l'univers, mais aussi des processus chimiques dans l'univers. Rien de culturel, il n'y a pas de gens ou quoi que ce soit de ce genre. L'univers bouillonne à 3000 degrés Kelvin, soit 3000 au-dessus du zéro absolu. Nous en percevons les traces. Et maintenant, nous pouvons utiliser ces empreintes, car c'est la lumière la plus ancienne, et nous en servir pour apprendre des choses sur la nature physique de l'univers à cette époque. Pour moi, le thème d'aujourd'hui, c'est la preuve, pas la spéculation. On peut évoquer les expériences de mort imminente ou les visites extraterrestres. Je suis sûr qu'on le fera car vous êtes encore plus divers intellectuellement que moi dans mon émission. Et j'adore ça. Mais pour moi, j'adore l'ancrage solide qui fait qu'on peut prélever des échantillons des conditions physiques de l'univers primitif à une distance de 45 milliards d'années-lumière. À quoi ça ressemble? La question qu'on pourrait poser, c'est de quelle couleur est-ce? Mais je sais qu'on parle d'une manière complètement différente. Oui. C'est en partie pour ça que j'ai commencé mon activité annexe en utilisant la lumière optique, parce qu'on peut vraiment expliquer à quelqu'un ce qu'est la lumière rouge. Vous voyez, mais quand on demande ce qu'est une micro-onde, À quoi ressemble la lumière la plus ancienne de l'univers? donc à l'origine, elle est apparue comme une lumière ultraviolette, extrêmement puissante, voire comme des rayons gamma ou des rayons X. C'était une chaleur résiduelle extrêmement chaude. Quand on fusionne deux choses ensemble, quand on les fusionne, tout a commencé par un Big Bang. Quand on fusionne un proton et un neutron, puis un autre proton pour créer un isotope d'hélium, il reste de la chaleur après cette réaction. C'est de là que la fusion tire son énergie. Cette énergie est sous forme de chaleur. On l'appelle simplement énergie, mais c'est de la chaleur. Et cette chaleur n'est pas dans la longueur d'onde visible, ni dans la longueur d'onde infrarouge. Elle se trouve aujourd'hui dans les micro-ondes parce que l'univers s'est étiré, l'univers s'est étendu d'un facteur 1000 depuis que cette lumière a été produite. D'ailleurs, nous le savons très précisément. Et puisque l'univers est en expansion, on est passé d'un rayonnement X invisible ou d'un rayonnement gamma jusqu'au domaine des micro-ondes. C'est pourquoi on l'appelle le fond diffus cosmologique. C'est donc un signal cosmologique. Il se produit dans toutes les directions, à tout moment de l'année, de jour comme de nuit, peu importe où vous êtes sur Terre, au pôle Sud, en Antarctique, dans les montagnes du Chili ou dans les profondeurs de l'espace. C'est la même chose partout et pour tout le monde en ce moment. Et ça se refroidit. Et donc maintenant, ça s'est refroidi jusqu'aux micro-ondes. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? En fait, cela vous renseigne vraiment sur les conditions physiques au moment où cela a été produit. Donc les micro-ondes elles-mêmes ont été produites bien avant que ce qui allait devenir les micro-ondes, la chaleur, ne soit produite par la fusion. Ensuite, l'univers s'est étendu pendant environ un demi-million d'années après le Big Bang. À cette époque, l'univers s'était suffisamment refroidi pour que l'hydrogène puisse se former. Avant cela, il n'y avait que des protons et des électrons. Ils rebondissaient simplement dans tous les sens. Ils rebondissaient partout comme ouest. La probabilité qu'ils existent? Exactement.
Donc, ils ne pouvaient pas se rassembler parce que aussitôt qu'ils se réunissaient et se combinaient pour former de l'hydrogène, ils étaient séparés par un photon à haute énergie. Mais finalement, l'univers s'étend tellement que ces photons sont vraiment très éloignés les uns des autres. Ils sont vraiment froids. Ils se sont refroidis. Je veux dire, ils se sont refroidis jusqu'à, vous savez, l'infrarouge et les ondes millimétriques. Ils se sont suffisamment refroidis pour que maintenant l'hydrogène puisse être stabilisé. Quand cela arrive, l'univers devient transparent. La lumière voyage en ligne droite, peu importe la destination, puis atteint nos télescopes au Chili ou au pôle Sud. Donc elle nous renseigne sur les propriétés physiques et chimiques de l'univers par sa longueur d'onde, par son spectre, par son intensité. Et ce que nous étudions spécifiquement s'appelle sa polarisation. La plupart des gens ne le savent pas, mais la lumière a 3 propriétés. Son intensité, luminosité, sa couleur, longueur d'onde, et sa polarisation, orientation du champ électromagnétique. Vous connaissez sûrement les lunettes de soleil polarisées, surtout en Californie. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne les aime pas. Je ne peux pas regarder mon téléphone avec. Je dois les enlever. C'est vrai, mais personne d'autre ne peut regarder son téléphone non plus. C'est vrai. Les lunettes de soleil polarisées réduisent l'éblouissement, car il est polarisé. Regarde cette table, c'est un bon exemple. Tu vois l'éblouissement? Je ne sais pas si la caméra le montre. Avec des lunettes, on pourrait moduler cela sans éblouissement. C'est pour ça que si tu les portes à la plage, tu peux voir à travers l'éblouissement sur l'océan. Tu peux voir le poisson, le requin qui vient vers toi, peu importe. C'est pour ça que la polarisation est intéressante. Mais la polarisation nous renseigne sur la nature physique de l'espace-temps au moment où ces photons ont été produits, ceux qui composent le fond diffus cosmologique que nous observons aujourd'hui. Pourquoi est-ce important? Eh bien, on a cette théorie du Big Bang, mais j'aime dire qu'on ne sait pas qui a mis le bang dans le Big Bang. Je suis allé en Angleterre, où j'ai donné une conférence à la Royal Society et à la Royal Institution. C'était amusant car Michael Faraday y travaillait et James Clerk Maxwell y passait. Ce lieu est chargé d'histoire. J'ai dit qu'aujourd'hui, on cherche l'auteur du Big Bang. J'ai montré une image de saucisses avec de la purée de pommes de terre. Ils appellent les saucisses bangers, sans que je sache pourquoi. Et qu'est-ce qui a mis le bang dans le Big Bang? Mystère. Il y a une théorie possible proposée en 1980 qui s'appelle l'inflation. L'inflation est l'expansion hyper accélérée de l'espace-temps qui a ensuite produit la chaleur qui est ensuite devenue le Big Bang. Donc, la plupart des gens pensent que le Big Bang correspond à temps égal 0. C'est faux. C'est absolument faux. Les scientifiques estiment que le Big Bang n'est pas à temps 0. Nous pensons qu'il n'y avait pas forcément de singularité à ce moment-là, ou peut-être un univers préexistant, une autre théorie à discuter. Un quoi? Un univers précédent qui s'est effondré pour créer notre univers. D'accord, c'est une théorie. On en reparlera. Pour l'instant, la théorie du Big Bang comporte de nombreuses lacunes, notamment sur l'origine de cette explosion. Il n'y avait pas d'explication. Je dis à mes étudiants, les failles mènent à de nouvelles lois. Trouver ce qui manque dans une théorie est un bon point de départ pour vos recherches. Ne cherchez pas la 12e décimale d'un processus ésotérique, ça n'intéresse personne. Faites-le si ça vous amuse, chacun ses goûts. Alors, qu'est-ce que le Big Bang a apporté? Repartons littéralement depuis le tout début. Le Big Bang est venu expliquer cet univers en expansion particulier qu'Edwin Hubble a observé à environ 13 km d'ici, là-bas au mont Wilson, au-dessus de Caltech. Il a constaté que les galaxies s'éloignaient, sauf 2 ou 3. Des milliers de galaxies existent, 2 ou 3 approchent, les autres s'éloignent, décalées vers le rouge. Cela prouve l'expansion de l'univers. En remontant ce film au début, on atteint un point où toutes ces galaxies étaient très proches, entassées les unes à côté des autres. C'est ce que nous appelons le Big Bang, mais nous ne disons pas ce qui a déclenché ce Big Bang. C'est à ce moment-là que la matière qui a commencé à s'étendre aujourd'hui a entamé son processus d'expansion. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Quelles sont nos options? Il existe de nombreux choix. Pendant longtemps, il n'y avait pas de théorie du Big Bang. En fait, Einstein, qui n'était pas loin d'ici à Caltech, a cru pendant de nombreuses années que l'univers était statique. Et vous savez quoi? C'était un excellent scientifique, d'accord? Il pensait que l'univers se limitait à notre galaxie, comme beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, on tient cela pour acquis, n'est-ce pas? Il existe littéralement 1 billion de galaxies. Chacune contient des milliards ou des billions d'étoiles, n'est-ce pas? Et donc on obtient des billions au carré, des chiffres tout simplement incompréhensibles, n'est-ce pas? Einstein s'est demandé: j'observe la galaxie, la moitié des étoiles viennent vers moi, l'autre s'éloigne. Certaines galaxies tournent. Voici l'univers, c'est tout. Il devait donc expliquer cela dans une théorie où la gravité, contrairement à l'électricité, n'est qu'attractive. La gravité n'attire que d'autres objets. Elle ne repousse pas, comme les forces électrostatiques où les opposés s'attirent. Et, à notre connaissance, il n'existe pas de gravité répulsive. Nous sommes ouverts à des idées à ce sujet. Mais donc, il a dû stabiliser l'univers, sinon il ne serait pas là pour poser la question de pourquoi l'univers existe tout court. Alors il y a ajouté quelque chose. Il a appelé cela la constante cosmologique.
C'était une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie noire, censée stabiliser l'univers contre la gravité qui, sinon, nous aurait écrasés dans un trou noir. Donc, en gros, il y a quelque chose qui nous empêche d'être écrasés. Exactement. Cette force anti-écrasement, comme tu le sais, il l'a appelée constante cosmologique. Et puis, il était assez bon scientifique pour reconnaître quand Hubble l'a emmené à l'oculaire du télescope du mont Wilson, juste ici. Il a observé au télescope et dit « Tu avais raison, j'avais tort. Ce terme cosmologique que j'ai ajouté à mes équations, contre mon jugement et mes principes, c'était en fait ma plus grande erreur. » Maintenant, avançons jusqu'en 1998, les cosmologistes découvrent en fait que l'univers possède bien ce type de force expansive qui accélère. Je souligne toujours que la plus grande erreur d'Einstein fut d'admettre que c'était une erreur. J'utilise ça avec ma femme. Si j'ai commis une erreur, c'était de croire que j'en avais fait une. Résultat, je dors sur le canapé. Les erreurs sont assez rares là-bas. Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser au concept de l'Ancien Testament et aussi aux implications mystiques de cela. Vous savez, je ne suis pas du genre à dire « l'Ancien Testament dit donc c'est un livre scientifique », mais les implications mystiques de comment imaginer à quoi ressemble le néant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a avant qu'il y ait quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça le concept mystique. Et ce que j'adore, c'est que tu n'as pas peur de parler de certains de ces parallèles. Parce que, tu sais, nous venons juste de parler à Sir Robert Edward Grant, un polymathe vraiment, tu sais, assez inhabituel. Mais sa grande idée, son concept principal, c'est que tout se répète partout. Tu peux le trouver partout. Nous sommes tous des miroirs. Tout est comme soi et son ombre et tout ça. Mais j'y pense même avec ça comme quels sont ces motifs que nous voyons? Donc oui, si tu pouvais nous aider à comprendre ce qui pourrait venir avant et comment on peut même l'imaginer. Je dois poser la question et parfois y répondre, mais surtout la poser. Que s'est-il passé le mardi avant le Big Bang? Il y a certaines conceptions où cela n'a aucun sens. En fait, Stephen Hawking, l'immense Stephen Hawking, aujourd'hui disparu, a dit que demander ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Nous savons tous qu'au nord, il y a le Père Noël. Donc moi, je me tourne toujours vers le pôle sud. J'y suis allé. Au pôle sud, aller encore plus au sud revient à aller vers le nord. Vous savez, en fait, il n'y a nulle part où aller sauf vers le nord depuis le pôle sud. Alors, est-ce qu'il est possible d'aller avant le temps si le temps a commencé à exister? Donc non seulement l'univers, il faut qu'on essaye de comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Non seulement toute la matière qui deviendra nous, mais je peux aussi vous inviter à ce voyage. Pour l'instant, stipulons que nous sommes faits de matière provenant du Big Bang, des premiers instants. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Eh bien, la poussière d'étoiles, en fait, donc Carl Sagan a popularisé cette idée, n'est-ce pas? Il a dit « Nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Donc ceci est une météorite. L'un de mes nombreux cadeaux pour vous aujourd'hui, c'est une météorite. Donc c'est une vraie météorite. C'est de la matière stellaire. L'hydrogène n'est pas de la matière d'étoile. L'hydrogène dans votre corps, dans le liquide, peu importe ce que vous buvez, l'hydrogène, c'est de la matière du Big Bang. C'est encore plus, vous savez, époustouflant que la matière d'étoiles. Cela vient d'une supernova qui a explosé dans notre voisinage dans la galaxie environ 150 millions d'années avant la création de la Terre. Cela date d'avant la Terre et c'est composé de matériaux très différents de l'hydrogène de celui-ci. C'est composé de fer, de nickel, de cobalt. Et je vais vous donner des fiches techniques à ce sujet et vous pourrez les partager avec d'autres personnes. Incroyable. Je vais en offrir à vos lecteurs sur Substack. Sérieusement, j'en ai pour vos lecteurs parce que j'adore ça. Je suis abonné payant. J'adore. Allez, je fais mes recherches. Mais nous sommes principalement faits de matière issue du Big Bang. Donc ce qui s'est passé le mardi avant le Big Bang est une question légitime. Si et seulement si l'univers existait avant cela, même si le temps est apparu tel que nous le connaissons, n'est-ce pas? Si le temps est apparu à un certain moment, voilà comment je le vois. Nous sommes ici un mardi. Je demande, que s'est-il passé le mardi avant le Big Bang? Peut-on remonter indéfiniment par période de 24 heures? On remonte de 7 périodes de 24 heures jusqu'au mardi dernier, puis on continue. Finalement, on remonte jusqu'à 13,826 milliards d'années. Et ça, c'est un certain jour. Peut-être que c'était un mardi, peut-être pas. Disons que c'était un mercredi. Je veux savoir ce qui s'est passé la veille. Maintenant, cette question n'a pas de sens si le temps est apparu à ce moment-là, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent, surtout si vous êtes, vous savez, sans vouloir offenser, vous n'êtes pas formé en sciences. Les gens pensent que le temps existe et qu'on y a été inséré, et que le calendrier avançait, qu'il y avait un mois de janvier ou autre. Il y avait un mardi et ensuite nous avons évolué. Mais le temps n'existe que parce que la matière existe, tu comprends? Parce qu'elle a été tirée? Oui. Donc c'est comme si tu ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé avant le temps.
Parce qu'il n'y avait pas de temps. S'il existe un lien entre le temps et la température, alors il y a un grand mystère scientifique, la flèche du temps, n'est-ce pas? Les lois de la nature semblent être réversibles. En d'autres termes, si je te montre une horloge ancienne qui fait tic-tac, un pendule qui va d'avant en arrière, et que je te demande de détourner le regard puis de regarder à nouveau, d'où est-ce qu'elle est partie il y a 3 semaines? Tu ne peux pas le savoir. Impossible de savoir si tu la regardes à l'endroit ou à l'envers. Tu veux dire si tu prends une photo? Oui. En la regardant, tu ne sais pas. C'est pareil pour le système solaire. Si tu regardes d'en dessous, tu ignores aussi. Ce qui est à l'envers? Oui. Il n'y a pas de notion de ce qui est à l'endroit ou à l'envers. Donc la question est, est-ce que cela s'applique au temps? Ça s'applique à l'espace. Est-ce que ça s'applique au temps? Alors, à quel moment les lois de la physique cessent-elles d'être liées au temps? Vous savez, irréversibles et dépendantes du temps, pour devenir irréversibles dans le temps. Par exemple, quand vous mélangez du café et de la crème, vous ne les voyez pas se séparer spontanément en 2 ensembles distincts de crème et de café, n'est-ce pas? Donc, la flèche du temps, est-ce qu'elle a eu un point de départ? Ou bien est-ce qu'elle est issue d'un univers précédent qui s'est en quelque sorte sacrifié, effondré, tout comme l'étoile qui est devenue cette météorite a explosé, projetant ses entrailles à travers notre galaxie pour donner naissance à notre système solaire? De la même manière, il pourrait y avoir eu un univers précédent qui s'est effondré, qui a explosé si vous voulez, et qui est devenu notre univers observable actuel. Mais nous ne pouvons pas voir cela. Eh bien, pouvons-nous en déduire que cela existe? En science, nous avons plusieurs façons d'arriver à une certaine approximation de la vérité. N'oublie pas, tu sais, quand on parle de certaines choses, je t'entends souvent, tu sais, parler aux gens et demander, tu sais, en quoi tu crois là-dessus? Est-ce que tu crois en... Alors je dis toujours, je ne crois même pas en la gravité. Je ne crois pas en la gravité. Je ne crois pas en l'évolution. J'ai des preuves de l'évolution. J'ai des preuves scientifiques. J'ai des preuves en science. J'ai des preuves de la gravité. En science, notre rôle n'est pas de prouver, mais beaucoup nous confondent avec les mathématiciens. Un mathématicien peut prouver que 1 plus 1 égale 2, contrairement à ce que pense mon ami Terence Howard. Mais une pile de linge plus une pile de linge ne fait pas 2 piles de linge. Oui, c'est ça. Je lui disais, je te donne une redevance pour ton film, j'en reçois une autre. Tu n'en accepterais qu'une, non? Il ne voulait pas répondre. Donc pour prouver que 1 plus 1 égale 2, c'est une chose triviale, non? Non, ce n'est pas le cas. Il faut plus de 200 pages de démonstration rigoureuse, mais on peut le prouver. C'est le théorème de Peano. Voilà ce que sont les maths avec leurs démonstrations. En physique, il n'y a pas de preuve stricte. Je ne peux pas démontrer que la Terre est sphérique, non? Les gens m'écrivent souvent « Professeur Keating, la Terre est plate, j'ai une preuve. » Et je dis « Les gens m'écrivent de partout dans le monde pour me demander de prouver que la Terre est plate. » Enfin bref. Donc, en réalité, on ne peut pas prouver un fait physique. En fait, la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Elle est bombée à l'équateur. On dirait, mais on ne peut même pas obtenir tous les points de coordonnées pour définir exactement ce que c'est, parce que sa dynamique change, n'est-ce pas? Il n'existe pas de fait en science, mais tu peux falsifier des choses. Les gens me demandent souvent comment je concilie religion et science, ce qui m'intéresse. Donc la chose la plus importante à propos d'une vérité scientifique, peut-être ce qui se rapproche le plus de la vérité et de la preuve, c'est la résistance à l'erreur, la résistance à ce qu'on appelle la falsification. Je ne peux pas prouver que la Terre est une sphère parfaite, mais je peux prouver qu'elle n'est pas plate. Je ne peux pas prouver que le Soleil se lèvera toujours à l'est. Il pourrait arriver un événement physique, comme l'inversion de la rotation de la Terre, et le Soleil se lèverait à l'ouest. Je dis simplement que ce n'est pas contraire aux lois de la physique, donc ce n'est pas prouvable. Mais on peut vérifier qu'il s'est bien levé aujourd'hui. Eh bien, je veux dire, tu viens de définir la foi parce que quand les gens me demandent, surtout, comment peux-tu être scientifique et avoir la foi? Et je dis, enfin, je pourrais dire ça à mes enfants, tu sais, parce que j'ai des enfants de cet âge-là, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que le soleil va se lever demain? Et ils disent, eh bien oui, bien sûr. Je dis, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressent. La façon dont tu honores cela, la façon dont tu le commémores, la façon dont tu pries à ce sujet, c'est spécifique à chaque culture. Et cela dépend de ton ADN particulier, de ta personnalité, de l'endroit où tu as grandi et de la façon dont tout s'aligne. Mais c'est la même foi. Pour moi, c'est pour ça que quand les gens demandent, comment peux-tu être scientifique et avoir la foi? Comment pourrais-tu ne pas l'être? Je ne critiquerai jamais les gens pour leur foi ou leur absence de foi. J'ai parlé avec les plus grands athées du monde, les plus grands agnostiques du monde, les plus grands, tu sais, ceux qui sont portés sur la théologie. Donc je ne me plaindrai jamais. Tu fais remarquer que 90% de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, la société scientifique la plus prestigieuse de l'histoire de la planète, ne déclarent pas croire en Dieu. Ils sont athées ou agnostiques. Alors, écoute, est-ce que ce ne sont pas de bons scientifiques? Bien sûr que si, ce sont d'excellents scientifiques. Y a-t-il eu d'incroyables scientifiques religieux au cours de l'histoire? Bien sûr que oui. C'était la norme, non? N'est-ce pas? Pour moi, ce n'est pas une question, tu as mis le doigt dessus.
Pour dire dans le judaïsme, nous utilisons le terme émouna. L'émouna est un sentiment, et c'est de là que vient le mot amen en anglais ou en latin. Ces notions sont donc, si j'ai la foi en quelque chose, cela signifie par définition que ce n'est pas soumis à un examen scientifique. Sinon, j'aurais une preuve, n'est-ce pas? Je dis que vous n'en tireriez aucun mérite non plus. J'ai foi en la gravité. Il y a beaucoup de preuves. Non, je devrais soumettre ce sentiment de mes besoins à, vous savez, la notion de quelqu'un qui veut me mettre dans une case et dire ce que j'ai ou non le droit de croire en tant que scientifique. Je choisirai par moi-même. Merci beaucoup. Revenons à l'idée de la théorie du tout. Les gens essaient de comprendre ce qui se passe en ce moment. Ils cherchent des indices et ils essaient de savoir ce qui va arriver à la planète à l'avenir, n'est-ce pas? Et beaucoup de ces théories sont liées à Dieu. Décrivez votre recherche de quelque chose qui unifie tout, même si cela a échoué. Où en êtes-vous dans ce processus? J'aime dissocier les choses, c'est acceptable. Comme déjà dit, voici ma reconnaissance territoriale. Pas besoin de croire en Dieu pour être un excellent scientifique. Évidemment, vous pouvez être une excellente personne et être athée. Vous pouvez être religieux et être un imbécile, peu importe. Ce ne devraient pas être des sujets controversés. Malheureusement, très souvent, ils le sont. Dans ma conception, la religion et la science reviennent à regarder des faces complètement différentes, peut-être d'une même pièce, mais peut-être pas. On aime dire des choses comme « Eh bien, tu n'es pas bon en maths, mais tu es bon en musique. » Et vous savez, ils disent que la musique et les maths sont liées. Je me dis, oui, Pythagore le disait il y a des millénaires. Il pensait que c'était les cordes et le rythme du cosmos. Ce gars-là a aussi fait beaucoup d'autres choses folles, n'est-ce pas? N'essayons pas de fonder nos idées, nos espoirs et notre estime de soi là-dessus. On est soit bon, comme je dis toujours, je suis bon en maths. Tu n'es pas aussi doué que mon Pythagore qu'il était vraiment. C'est tout. Oui, c'est vrai. Mais, tu sais, la chose la plus proche de la musique pour moi, c'est d'utiliser Spotify. Mon frère, par contre, il n'est pas bon en maths, mais il est très doué pour jouer de la musique. Donc, on peut être des personnes différentes, et ça peut ne rien avoir à voir l'un avec l'autre, non? Mais pour ma façon personnelle d'aborder ça, quand je regarde et réfléchis aux questions, d'abord, je regarde quel est le but de ce sujet. Quelle est l'ontologie que nous essayons de résumer, n'est-ce pas? Donc pour la religion, dans mon cas, tu sais, j'ai eu une éducation religieuse relativement étrange. Je veux dire, je suis né juif, de 2 parents juifs. Mes parents ont divorcé. C'était très... tu sais, je pense qu'on recevait un certificat pour ça dans les années 1970 quand j'ai grandi. Donc les 2 parents étaient divorcés. Tous les 2 ont divorcé 2 fois. Vraiment doué pour le mariage, vraiment doué pour le divorce. Donc j'ai grandi avec mon beau-père. Il s'appelait Keating. Mon nom d'origine est Axe. Axe, mon père biologique, James Axe. Et j'ai grandi dans un milieu catholique irlandais. Donc j'ai été exposé à la doctrine catholique irlandaise. En fait, j'ai été baptisé à 9 ans, converti à 10 ans, confirmé à 11 ans, et je suis devenu enfant de cœur à 12 ans. Arrête ça. Non, j'adorais être enfant de cœur. C'était très différent du judaïsme. Tu sais, je me disais, on était des juifs 2 jours par an avant, tu vois. On allait à la synagogue à Noël et à Pâques. Tu sais, 2 jours par an. Et on n'avait vraiment aucun lien avec ça. Arrivé dans le catholicisme, j'ai trouvé une ambiance chaleureuse, bruyante, aimante, passionnée et parfois solennelle. Et j'ai adoré ça et je m'y suis vraiment attaché. Donc, au lieu d'avoir une bar mitzvah à 12 ans, j'étais enfant de cœur à l'église Saint-Jean-Sainte-Marie. Et j'ai adoré ça. J'y ai pris tellement de plaisir. Je n'ai pas eu ma bar mitzvah avant d'avoir 52 ans, soit 4 fois 13, et j'ai pu avoir mes enfants et ma femme avec moi à ma bar mitzvah. Peu de garçons célèbrent leur bar mitzvah avec leurs enfants au Kotel, le mur occidental en Israël. Mais de toute façon, mon éducation et mon exposition à cela m'ont amené à explorer les doctrines du catholicisme, enfin du christianisme en général. Je n'ai pas exploré le judaïsme pendant longtemps, car je suis vite devenu désabusé en me croyant tout savoir en tant que jeune scientifique à 12 ans. Vous savez, au même moment où j'étais enfant de cœur et où j'aurais dû avoir ma bar mitzvah, j'ai eu mon premier télescope. Et à cette époque, c'était au milieu des années 80, je suis tombé amoureux de celui qui est encore aujourd'hui mon héros dans toute la science, Galilée. Galilée avait fourni certaines des premières données empiriques et fondées sur des preuves que la Terre tourne autour du Soleil. C'est Copernic qui avait d'abord avancé cette idée. Lui, il faisait juste une sorte de supposition. Je veux dire, vous savez, ça avait du sens. L'astronomie ptolémaïque, avec sa cosmologie des épicycles, était finalement plus logique, bien que plus empirique. À cette époque, en 1986 à peu près, l'Église catholique n'avait pas encore pardonné Galilée pour le crime pour lequel ils l'ont emprisonné pendant les 9 dernières années de sa vie. Ils l'ont emprisonné pour avoir affirmé et enseigné que la Terre tourne autour du Soleil. Son crime était de rechercher la vérité. Oui, c'est ce que disaient les Indigo Girls.
C'est vrai, c'est une bonne idée. À 12 ou 13 ans, un peu morveux, commençant à apprendre la science et cherchant une excuse pour éviter l'église ou le temple, je trouvais cela horrible. Comment peut-on traiter les gens ainsi? Et attends de découvrir Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir suggéré que les étoiles avaient des planètes, ce qui était alors jugé absurde. Ce type n'avait pas 400 ans d'avance sur son temps. Je me suis dit que l'Église catholique tue des scientifiques, c'est fou. Je ne sais plus si j'ai envie d'en faire partie, j'ai perdu la foi, RM. Ouais. Quand c'est arrivé, je suis devenu athée longtemps, puis je suis revenu au judaïsme autour du 11 septembre et d'autres sujets à discuter plus tard. Ce qui m'a surtout poussé à quitter le catholicisme, c'est mon désir d'aller au bout des choses. Quand je commence quelque chose, je veux l'exceller. En science, viser le prix Nobel. Enfant de cœur, vouloir devenir prêtre. Vers 13-14 ans, les hormones apparaissent, comme chez tes fils. J'ai compris que je ne serais pas prêtre et ça m'a fait changer d'avis. Je me suis dit, je ne le ferai pas. Pour revenir à ce que j'aime faire, je suis puriste, donc je regarde le texte pur. Que dit-il sur les affirmations? Pas ce que d'autres prétendent ce qu'il dit. Je détestais quand les rabbins ou les prêtres me disaient « Voilà ce que tu dois croire, et voilà le chemin vers la vérité, et je suis l'intermédiaire pour ta foi. » Non, je suis un scientifique. Je suis en fait assez intelligent. Je peux comprendre les choses par moi-même. Je peux m'apprendre des choses si j'en ai besoin. Je suis sans doute un monomate, contrairement au polymathe dont tu parles. Je me spécialise dans un seul domaine, mais j'y excelle. Ma seule compétence, c'est d'être scolastique, un érudit. Alors, je me suis penché sur ce que disent ces livres, n'est-ce pas? Donc, en laissant de côté, tu sais, le Nouveau Testament, allons voir l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit à propos du Big Bang? Qu'est-ce qu'il dit à propos de la science? Pourquoi? Pourquoi les gens posent-ils même la question? Tu sais, si je voyais un livre comme Une brève histoire du temps et que je le lisais et que je disais « Il n'y a aucun conseil pour améliorer mon jeu long au golf », ce livre, c'est comme « Tu ne dirais jamais ça, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un livre sur le golf, n'est-ce pas? C'est un livre sur les théories de l'origine de l'univers, littéralement, sur le temps, n'est-ce pas? Donc il est merveilleux dans ce domaine. N'essaye pas de l'utiliser comme un manuel d'éducation parentale. N'essaye pas de l'utiliser pour apprendre le golf, tu vois, pour apprendre le golf, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la Torah dit réellement à ce sujet? Non, ne me le dis pas. En fait, il y a, et j'ai compté ces versets. La Torah elle-même, l'Ancien Testament, la Bible, compte environ 35 000 versets au total dans les 5 livres de Moïse, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle. Environ 35 de ces 35 000 versets concernent les 7 jours de la création. Le premier Shabbat, la création. Caïn et Abel qui se tuent, le jardin d'Éden, l'expulsion, le serpent, tout cela, ça fait 35 versets au total. Et pourtant, cela a un impact énorme sur l'humanité, n'est-ce pas? Depuis toujours, sur la majorité, vous savez, la plupart. C'est aussi le début. Donc c'est ce que la plupart des gens lisent en premier. Oui, exactement, oui. Je dirais que je tuerais pour 1% des ventes du livre de Dieu, ouais. Tu sais, c'est encore pertinent aujourd'hui, non? 3, tu sais, peu importe ce que tu veux dire, c'est un vieux livre, non? Il a au moins 30, tu sais, 30 siècles, non? Alors quand je regarde ça, je me demande, qu'est-ce qu'il essayait de faire à l'époque? Et comment est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? S'il y a ces 35 versets et qu'il y a 35 000 versets au total, ça veut dire que 0,1% de la Torah, de la Bible, parle de la création, de la cosmologie, de l'ADN, non? Si tu lis l'histoire de la NBA, il y a environ 0,1% de la NBA qui a été juive, non? Amaris Stoudemire à l'époque moderne et d'autres. Maintenant, on a Danny des Portland Trail Blazers venus d'Israël. Ce n'est que 0,1%, mais il y a eu des milliers de joueurs, non? Donc, tu dirais que ce n'est pas vraiment un livre sur la NBA et les Juifs. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas le sujet principal. Si tu examines la cosmologie, le Soleil, la Terre et la Lune ont été créés le 4e jour. Tu ne crois pas que les rabbins, Moïse ou d'autres auteurs savaient que le Soleil définit un jour? Bien sûr qu'ils le savaient. Pourquoi dit-on que le Soleil a été créé le 4e jour? Regarde les royaumes, les empires qui entouraient les Israélites. Israël était entouré par l'Égypte, par Babylone. C'étaient les puissances mondiales. En quoi croyaient-ils? Ils avaient le dieu du soleil, Ra. Ra est le dieu du soleil en Égypte. C'est l'une des histoires fondatrices de la foi juive, aussi à la base du christianisme et de l'islam, n'est-ce pas? Donc ce récit de la création vient nous dire que non, le soleil est tellement insignifiant en tant que Dieu qu'il n'a été créé qu'au 4e jour, après les herbes et tout le reste. On disait toujours, comment pouvait-on voir si le soleil n'était pas là pour donner de la lumière, n'est-ce pas? Évidemment, il le savait. On n'écrit pas un livre sans raison. Le but était de montrer que le soleil avait été créé.
Donc maintenant, non, ça me dérange aussi quand l'apologétique, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un vrai apologiste chrétien ou un apologiste juif. Gerald Schroeder est très connu dans le judaïsme. Mon ami Stephen C. Meyer, John Lennox, William Lane Craig est peut-être le plus célèbre d'entre eux. L'apologétique explique des phénomènes scientifiques pour tenter de prouver l'existence de Dieu. Donc, la plus courante, la plus célèbre, remonte à des milliers d'années, en fait à Saint-Augustin et d'autres. On l'appelle l'argument cosmologique de Kalam. Donc, ça se passe comme ça dit que tout ce que nous voyons qui a été créé. Ça n'existait pas, puis ça a existé. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure à propos du Big Bang, non? Sauf pour l'univers. Pour que l'univers commence à exister à un certain moment, il devait avoir été créé. Toutes les choses qui sont créées ont un créateur. Il peut y avoir une longue chaîne de causes en amont. Je veux dire, On peut avoir la même conversation à propos de la conscience. Exactement. C'est exactement la même conversation. Oui. Est-ce fondamental? Est-ce que ça a été inséré? D'où cela vient-il? il y a en quelque sorte plusieurs Big Bangs. On pense qu'il n'y a qu'un seul Big Bang. Non, non, non. Il y a plusieurs Big Bangs, n'est-ce pas? Il y a le Big Bang dont on parle comme de la création de l'univers. Celui-là a créé la matière, disons, à partir de l'énergie pure. Donc, il y avait des entités non matérielles qui ont créé quelque chose qui était de la matière, des choses réellement massives. On pourrait les mettre sur une balance. Ensuite, ces choses se sont plus tard solidifiées et ont formé des planètes, n'est-ce pas? Et puis ces planètes se sont solidifiées. Et on peut parler de toutes les différentes théories de la biogénèse, n'est-ce pas? Et elles ont créé la vie. Donc la vie inorganique, non consciente, la vie basique est venue de la matière qui n'était pas consciente. La conscience serait apparue au Big Bang. Quelque chose à partir de rien. Quelque chose à partir de rien. Donc je suis fasciné d'entendre que oui, tu mentionnes exactement cette même façon de penser. C'est, tu sais, une question qu'on pose de plein de façons différentes quand on parle aux gens. On la pose aux astrophysiciens. C'est aussi à la base des questions qu'on pose aux personnes ordinaires à qui on parle, qui voyagent vers des dimensions que nous ne pouvons pas comprendre. Donc, quand des personnes sont déclarées mortes et mises dans un sac mortuaire pendant 2 heures et qu'un ambulancier à l'arrière d'une ambulance décide de voir ce qui se passe s'il ouvre le sac et utilise un défibrillateur, n'est-ce pas? C'est incroyable. Quand les gens reviennent de ces expériences et disent « Il faut que je te raconte ce qui s'est passé », n'est-ce pas? Et c'est au-delà des mots et il y a tellement de points communs dans ces récits. C'est ce que nous demandons. Comment sommes-nous séparés? Comment peux-tu raconter ce qui s'est passé dans une pièce où ton corps était enfermé? Où est la conscience? Où est-elle vraiment? Est-ce littéralement une entité qui peut flotter autour de nous? J'ai vraiment du mal à croire ça. Et aussi, quand tu parles à, tu sais, n'importe quel hippie instruit qui dira « il y a un plan auquel je peux accéder et que beaucoup de gens ne peuvent pas ». Et il y a des informations sur ce plan. De la même façon que si tu entends mal, tu ne peux pas écouter la radio si elle n'est pas assez forte. Ils n'ont pas besoin que ce soit aussi fort, non? C'est justement la gamme infrasonique dont on parlait. Je me demandais, c'est quoi? C'est réel. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles au son en dessous de 20 Hz. C'est une découverte pour moi. Peut-être qu'on me l'a déjà appris, mais je me demande ce que cela signifie pour notre expérience consciente. Certaines personnes sont plus sensibles. On peut le dire littéralement, émotionnellement et conceptuellement. Il y a cette variation dans l'expérience humaine. Et pour certaines personnes, elles appelleront cela Dieu. Elles diront « c'est ma source ». Et d'autres personnes ne le feront pas. Je dis toujours que peu importe le nom, si tu fais tomber quelque chose, ça tombe à 9,8 mètres par seconde. C'est comme ça, tu vois, et c'est un peu ce dont tu parlais. Ce n'est pas une question de croyance. Je n'ai pas besoin de croire en la gravité. C'est comme ça, tu sais. Quand on demande pourquoi il arrive de mauvaises choses aux bonnes personnes, je réponds que ce sont des mots sur lesquels tu portes un jugement humain. Tu ne connais pas le chemin du vaste univers. Et l'idée que nous serions aussi, je ne dis pas que je n'ai pas un Dieu qui se soucie de nous, mais ce sont aussi des concepts humains. On est en train d'anthropomorphiser Dieu à l'extrême, non? C'est littéralement ce qu'on fait parce qu'on est des créateurs de sens et c'est ce que notre cerveau va faire. Je vois un schéma, je le vois, tout s'assemble, ça va avoir du sens, je vais lui donner du sens, et puis tu deviens fanatique et tu essaies de convaincre les autres de croire en ton Dieu.
Et ça aussi, c'est fou. Cela rejoint aussi la notion de théorie du tout parce qu'il y a des éléments qu'on n'arrive toujours pas à décrire. On n'arrive pas à les comprendre. Il y a des phénomènes comme les personnes qui affirment avoir vécu des expériences de mort imminente. Eh bien, même la matière noire, l'énergie noire, Où ça va? Tout ça, toutes ces choses qui sont dans l'univers et qu'on ne comprend pas ce que c'est ou d'où ça vient, il semble que, malgré tout, nous ne sommes pas encore capables d'élaborer une théorie du tout. Comment réconcilier, non pas une preuve de l'existence de Dieu, mais votre foi et votre expérience personnelle en dehors de la religion? Pouvez-vous en parler? As-tu une sœur? Je crois qu'il me faudrait un co-animateur pour mon podcast, car tu sais vraiment nous recentrer sur le sujet. J'ai une mémoire à court terme très volatile. Je sais qu'il m'a posé une question sur la théorie du tout il y a seulement quelques heures. Le temps passe vite quand on s'amuse, merci beaucoup. il a effectivement une sœur. Elle n'est pas aussi douée que toi. Elle est moins rapide que toi. Prends ton temps. Elle a d'autres compétences? Donc oui, pour moi, il y a, tu sais, tout d'abord, il faut réfléchir à cette notion de croyance. Comme je l'ai dit, en plus de ne pas chercher des choses auxquelles je crois en tant que scientifique, j'ai aussi l'impression, simplement avec le bon sens, que Dieu n'est pas là à attendre en se disant « J'espère que Brian croit en moi aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir. Oh, mon CV. » Non, cela n'a aucune conséquence. Mais on est censé avoir ces deux poches distinctes, non? Et il y a un grand sage talmudique qui a dit « Un homme, il s'appelait Shlomo, de Barditsia de Paul, un nom ukrainien que je pourrais prononcer mais que je n'arrive pas à prononcer, n'est-ce pas? Et il a dit qu'un homme devrait avoir deux poches, et dans chacune, il devrait avoir un billet. Dans une main et dans une poche, il devrait avoir un billet qui dit « Le monde entier a été créé pour moi ». Et quand il se sent trop orgueilleux ou trop beau, il devrait sortir ce billet et se rappeler « Je ne suis que poussière et cendre ». Donc tu devrais avoir ces deux forces opposées. Et c'est très difficile pour l'esprit humain. Comme tu l'as dit, l'esprit humain aime créer des schémas, faire des extrapolations et utiliser l'induction ou la déduction. On aime déduire des schémas car ça aide à survivre, non? Tu vois une forme ondulée au sol, serpent ou bâton, ce n'est pas ça qui te sauvera. Il pense que chaque bâton est un serpent. Je n'aime pas les serpents. Il est très attentif. Au fait, qu'est-ce qui est marron et collant? Un bâton. D'accord. C'est une blague de papa. Offerte par mon fils. Bon, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'aime les blagues de papa. La théorie du tout, la théorie. Alors, tout d'abord, je pense que l'existence de Dieu devrait être soumise à des tests scientifiques. Là, je m'attire des ennuis. Vous voyez, je porte ce chapeau bizarre, n'est-ce pas? Donc, les gens disent « Non, tu devrais avoir une foi parfaite. Je crois en, tu sais, Anima Amin, je crois en la foi parfaite que Dieu existe et que toutes ces choses vont arriver. » Eh bien non, désolé, je ne peux pas faire ça. Peut-être que toi, tu peux y croire. Tu peux peut-être croire, tu sais, à certaines choses, mais tu sais, pour moi, je n'aime pas avoir la croyance, mais je ne pense pas qu'on devrait limiter Dieu en disant à quelle preuve il devrait être soumis. Donc si tu fais ça, tu sais, si tu affirmes ça, tu es en train de dire qu'on ne peut pas remettre Dieu en question. Et il y a beaucoup de mauvaises choses dites, tu sais, par des athées religieux, par des athées qui sont presque religieux dans leur façon d'être, comme certains de ces gens dogmatiques, Sam Harris, que je sais que tu as reçu, je l'ai aussi reçu dans mon émission. J'ai accueilli Richard Dawkins en personne dans ton pays l'an dernier. Et aucun d'entre eux, sans exception, n'a de familiarité au-delà des bases que tu pourrais apprendre dans une yeshiva ou dans une école du dimanche, parce que qu'est-ce qu'ils font? Lawrence Krauss, célèbre nouveau militant athée, a écrit « Un univers à partir de rien ». Mais plus tard, on apprend que ce rien n'en est pas vraiment un. On pourra en discuter une autre fois, n'est-ce pas? Son idée principale, c'est que la religion est nuisible, et ainsi de suite. Donc il est juif. Il a eu une bar mitzvah. Et puis, pour la plupart des garçons juifs, il y a Carl Sagan, Stephen Jay Gould, Sam Harris, la bar mitzvah qu'ils ont eue, que je n'ai jamais eue. Pour eux, c'est une sorte de remise de diplôme. C'est comme sortir de prison. Je ne remettrai jamais les pieds dans ce temple. Tous les garçons ont quitté la synagogue. Tous, n'est-ce pas? Mais Tu sais, pour moi, j'y suis revenu très tard dans la vie. Et donc, je pense que j'ai une perspective plus profonde, plus adulte là-dessus. Mais eux, ils restent avec cette vision figée, calcifiée, sclérosée. Je leur dis toujours, Lawrence, veux-tu, car je l'ai souvent interviewé et j'apprécie ces gens, mais je dois rester honnête avec eux. Je ne vais pas ménager mes mots juste parce que je veux avoir des invités célèbres dans mon émission. Écoute, accepterais-tu ce rejet de l'idée d'un univers créé à partir de rien venant d'un gamin de 13 ans, comme le disait mon grand-père, qu'il repose en paix? Non, il refuserait, car il manque d'expérience et n'a pas fait les recherches.
Mais voilà que vous acceptez cette réfutation de l'existence de Dieu, basée sur les témoignages et les preuves d'un enfant de 13 ans, c'est-à-dire vous, il y a 50 ou 60 ans, c'est infantile. Vous ne le feriez jamais. Et donc, je pense que c'est intellectuellement malhonnête. Je suis d'accord. Je veux dire, je pense que vous savez, pour adopter un peu l'autre point de vue, ce n'est pas seulement jouer l'avocat du diable, mais je pense que l'un des problèmes, c'est que beaucoup d'entre nous, en tant qu'êtres humains, confondent la religion avec Dieu. Et nous confondons les limites des humains qu'on appelle, dans bien des cas, le patriarcat ou le capitalisme. Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles les grandes structures qui impliquent des règles, des restrictions, des allégeances et une appartenance n'ont pas tendance à répondre aux besoins des gens dans leur ensemble. Et donc, c'est en quelque sorte ce que je pense être important. Et ce que nous aimons particulièrement dans le fait de parler à toutes sortes de physiciennes, c'est qu'il existe un schéma dans l'univers qui se moque de savoir à qui vous vous soumettez. Et il y a un schéma dans l'univers qui se moque de savoir si vous croyez en la gravité ou non. Et il y a un schéma dans l'univers qui a un rythme, une sensation à l'intérieur de vous, qui est ce sentiment de « n'est-ce pas ?» Et c'est quand vous voyez de magnifiques montagnes. C'est quand vous voyez un enfant naître, c'est quand vous voyez quelqu'un mourir, c'est quand vous voyez quelqu'un sur le bord de la route et que son corps est brisé. Ce sentiment en vous que vous êtes en vie, qui s'en fiche? Ça s'en fiche. Et donc, cette idée que la religion a tué tant de gens, non, ce sont les gens qui ont tué beaucoup de personnes au nom de la religion. Ce n'est pas l'unité que nous cherchons à voir dans les motifs fractals de l'univers. Cette idée, vous savez, quand des biologistes et des psychologues nous disent de trouver en nous ce sentiment qui nous fait ressentir que quelque chose fleurit, que quelque chose est vivant, comme si c'était vrai avec un grand V. Et selon où votre ADN vous a mené, qui a violé qui et qui s'est retrouvé où. En ce qui concerne votre lignée génétique, vous êtes dispersés partout dans ce monde chaotique et désordonné. Pour une fraction de rien du tout ici, n'est-ce pas? Après 23h30, 23h59, quand nous sommes, vous savez, apparus sur le calendrier. Mais aussi cette idée qu'il y a de la beauté, qu'il y a des éclats de lumière, n'est-ce pas? Dans la tradition kabbalistique, il y a des éclats de lumière dispersés partout dans l'univers et nous avons la possibilité de les ramener. Et tu peux regarder à travers un télescope imprimé en 3D, genre quoi. Et tu observes ces éclats et tu les rassembles. Et chacun peut le faire à sa manière. Personne n'a ce droit. Et toute personne qui te dit qu'elle sait ce que Dieu veut, il ne faut pas l'écouter. Quiconque dit que tu ne peux pas remettre cela en question, même si c'est ta religion ou la leur, a tort. Si tu ne peux pas le réfuter et que tu ne peux pas affirmer que ça peut être faillible, alors pour moi c'est comme un passe-temps avec une kippa et un peu de kugel le samedi, tu vois? C'est bien ça, ce n'est rien de plus que ça. Eh bien, et Bouddha a dit « ne crois rien ». Ne crois rien, même si c'est moi qui le dis, à moins que ce soit vrai. Je veux dire, je paraphrase à peu près, mais à moins que ce soit vrai pour toi, à moins que tu y trouves du réconfort. Et c'est comme, même quand on a parlé à cette fille, n'est-ce pas? Elle a été élevée dans une tradition, elle a trouvé la vérité dans une autre, mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu trahison. Tout n'est qu'un. Et si tu prends assez de recul, si tu prends des années-lumière de recul, n'est-ce pas? C'est tout pareil, c'est ça l'unité. C'est peut-être ce que tu voulais plus tôt, John. Je veux dire, c'est-à-dire, si ça rejoint un peu la science, alors, tu sais, qu'est-ce qui se passerait si tu trouvais une preuve scientifique? Tu sais que Dieu n'existe pas, ou, tu vois, est-ce que tu... Mon fils m'a posé cette question l'autre jour. Tu sais, est-ce que tu abandonnerais la Torah? Est-ce que tu abandonnerais le judaïsme? J'ai refusé, expliquant que c'était très différent pour moi. Et oui, si tu peux trouver quelque chose, tu sais, je ne crois pas comme la plupart des gens, je pense qu'il y a tellement de mal causé par ces religieux professionnels dans notre monde. Peut-être que ce sont les rabbins ou le Talmud ou autre chose. Mais penser qu'on ne puisse pas les remettre en question est totalement absurde. En fait, je cite dans mon livre, il est en réalité religieusement interdit de faire ce que je fais selon le Talmud. Parce qu'il est dit, tu sais, ce qui est venu au début des temps, tu peux demander, mais ce qui est venu avant ces jours-là, il t'est interdit de demander. Et j'ai dit, heureusement qu'ils n'étaient pas en train de rédiger ma subvention NSF, tu sais, parce que je ne l'aurais probablement pas eu. Tu sais, donc je déteste l'idée qu'il y ait des questions qu'on ne puisse pas poser. Il y a tout un tas de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et mon travail, c'est justement soit d'avoir tort, soit d'échouer et de ne pas pouvoir répondre à quelque chose, n'est-ce pas? Mais l'idée qu'on ne puisse pas remettre quelque chose en question, et il y a des phrases toutes faites, tu sais, qui ont été dites, Feynman ou Carl Sagan, l'un des deux athées juifs que j'ai mentionnés jusqu'à présent,
Ils disent, par exemple, je préfère avoir des questions auxquelles je ne peux pas répondre que des réponses que je ne peux pas remettre en question. C'est tellement simple. Donc, comme tu le sais, et peut-être toi aussi, John, le mot Israël ne signifie pas soumission à Dieu. C'est plutôt le sens de l'islam. Israël signifie lutte avec Dieu. Tu dois poser ces questions et accepter que ta théorie favorite sur les extraterrestres, les EMI, la conscience ou les plans astraux, sujet que tu as souvent évoqué avec d'autres invités, peut ne pas me convaincre scientifiquement. Je ne peux pas contester l'expérience, mais je serai en désaccord sur le plan factuel, scientifique et empirique. Ils doivent aussi rester ouverts à cela. Tu ne peux pas juste affirmer ça et dire qu'il faut te croire parce que tu l'as vu. Je dis souvent que les mots les plus dangereux en science ne sont pas « si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru ». Si je n'y avais pas cru, je ne l'aurais pas vu. Cela arrive souvent en science. C'est le biais de confirmation. Et c'est la force la plus pernicieuse et destructrice de toute la science. Et c'est ce qui, vous savez, commence à s'imposer. Et il y a tellement de raisons d'être. Je ne veux pas avoir l'air, vous savez, d'avoir 90 ans. Il y a tant de raisons d'être reconnaissante pour la technologie, les ordinateurs et les réseaux sociaux, mais c'est... Dis ça à mon amie Candace Owens, s'il te plaît, parce qu'elle n'y croit pas. Elle pense que la science est fausse. Non, mais je pense que cette idée que tout le monde est un scientifique n'est pas vraie. Et si tu vois quelque chose, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si beaucoup de gens disent quelque chose, ça ne veut pas non plus dire que c'est vrai. Je pense que c'est ce qui nous intéresse surtout. Scott Barry Kaufman, notre ami, est chercheur en sciences cognitives à Columbia. Et tu sais, ce qui l'intéresse, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse tant d'entre nous, c'est que si tu ne peux pas mesurer quelque chose de la même façon que tu mesures d'autres choses, n'est-ce pas? Si tu me dis que quelque chose comme la télépathie, n'est-ce pas? Ou la capacité télépathique, si tu me dis que ça ne se comporte pas comme quoi que ce soit que je puisse mesurer, tu ne peux pas en même temps être contrarié que les personnes qui aiment mesurer les choses ne considèrent pas qu'il y a une preuve pour cela. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles certaines choses sont difficiles à reproduire dans un cadre scientifique. Et en tant que personne qui faisait de la recherche, je sais que la pièce est étrange. Ça ne sent pas comme chez soi. Rien ne semble normal. Personne ne va se comporter comme il le ferait normalement quand tu es au laboratoire, c'est certain à 100%. Mais si on veut que la communauté scientifique s'implique, il faut qu'on ait un langage commun pour pouvoir dire « d'accord, ceci ne se comporte pas comme lorsqu'on teste le pH de, tu sais, telle substance ou autre ». Je ne vais pas le faire, tu ne peux pas le peser ni faire les choses habituelles comme la PCR, mais il faut trouver des solutions et je crois qu'on réussira. Je crois que, tout comme nous avons aujourd'hui des technologies qui nous permettent de voir, de percevoir et de vivre des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles, nous allons encore affiner cela. À un certain moment, tu peux dire que cela ne peut pas être reproduit. Comme tu l'as dit, on ne peut pas nier l'expérience des gens, mais les anecdotes ne sont pas équivalentes aux données scientifiques. Oui, je pense que c'est un grand défi de suggérer cela aux gens, parce qu'ils ont l'habitude de penser que le mot théorie signifie simplement « c'est juste ta théorie ». C'est ton dada, tu sais, ton petit cheval de bataille sur lequel tu t'étends. Non. En science, théorie a un usage très spécifique. L'utiliser pour dire « c'est juste ta théorie » ou comme une simple supposition est incorrect. Par exemple, tu dis que c'est une théorie, la théorie de la relativité générale. Tu as déjà utilisé ton GPS? Oui. Eh bien, alors tu utilises la théorie de la relativité générale parce que sinon tu serais décalé de plusieurs centaines de mètres au moment où tu arrives à destination. La théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution à 100%. Nous avons des preuves pour ces choses-là. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des suppositions. Et est-ce qu'elles pourraient être réfutées? Oui, j'espère même qu'elles le seront d'une certaine manière. Tu sais, je ne m'attends pas à ce qu'elles soient complètement renversées. Écoute, si on connaissait toute la science, tu sais, je parle toujours de ça dans un de mes livres que tu as là-bas, non? Je parle du syndrome de l'imposteur car, comme déjà mentionné, malgré les stéréotypes, les scientifiques restent humains et ils en souffrent souvent. Vous l'avez déjà évoqué. Je suis en train d'en souffrir en ce moment. En général, tout simplement. Le syndrome de l'imposteur affecte les scientifiques ainsi, et il est instructif de constater que c'est le cas. Einstein souffrait du syndrome de l'imposteur, alors qu'il est considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Comment cela était-il possible? Il a dit, et je le cite dans ce livre, mon deuxième livre, Vers l'impossible, penser comme un lauréat du prix Nobel. Au moment où j'ai écrit ce livre, j'avais interviewé 9 lauréats du prix Nobel depuis, j'en ai interviewé 23 et ce n'est pas fini, presque autant que vous. Non, c'est la seule chose que je peux dire. J'ai interviewé plus de lauréats du prix Nobel que vous, mais je n'ai pas remporté ce prix, comme Amy Fowler. Mais d'un autre côté, j'ai parlé une fois à un lauréat du prix Nobel qui s'appelle Barry Barish, ici à Caltech.
Barry a partagé le prix Nobel pour avoir découvert des ondes gravitationnelles issues de collisions de trous noirs à 1 milliard d'années-lumière avec LIGO, n'est-ce pas? Il a fait cela. Et je lui ai parlé, et à la fin de chaque interview, je posais toujours le même genre de questions. Vous savez, c'était un peu ma marque de fabrique. Je disais, que vous diriez-vous à l'âge de 20 ans pour vous donner le courage de faire ce que vous avez fait, d'aller vers l'impossible? Et il a dit, je me dirais de dépasser le syndrome de l'imposteur. J'ai demandé, tu parles du passé? Il a dit, non, maintenant. J'ai répondu, Barry, tu as presque 80 ans, tu as remporté le prix Nobel il y a 2 ans. Tu es incroyable. De quoi parles-tu? Et il dit, non, 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 laisse-moi te dire quelque chose, tu sais, Brian, parce que tu ne gagneras jamais de prix Nobel après ton premier livre. Non, il est très paternel, j'adore ce gars. Il a écrit la préface et m'a dit que l'histoire figure dans ce livre. Il a dit, Brian, quand tu gagnes un prix Nobel, tu vas à Stockholm, tu as ton dîner de reine, tu sais, et tu t'habilles avec la tenue de cérémonie, tu sais, que de pie blanche, et tu rencontres le roi de Suède, et c'est un immense, immense honneur. Cela n'a pas lieu le jour de naissance d'Alfred Nobel, mais le jour de sa mort, 2 jours avant le tien, le 10 décembre, il est mort le 10 décembre. Tu crois que c'est le jour de son anniversaire? Non, c'est le jour de sa mort, car il a vécu une expérience de mort imminente. Alfred Nobel a vécu une EMI. C'est la seule en laquelle je crois. D'accord, Alfred Nobel. Si tu crois l'une, tu dois toutes les croire. Tu ne peux pas en croire qu'une seule. D'accord, donc Alfred Nobel se promenait dans Paris un jour en 1889, je crois que c'était ça. Il se promène dans Paris. Il n'a jamais été marié ni eu d'enfant. Il avait une compagne, mais pas d'épouse ni d'enfant. Et il se promenait. Et il a vu un gros titre dans le journal parisien. Il était écrit « Alfred Nobel, le marchand de la mort, est mort ». L'homme qui a tué plus de gens que n'importe qui d'autre dans l'histoire à cause de son invention de la dynamite, qui était utilisée dans les usines d'armes Nobel à travers la Scandinavie et la Russie. Il a tué plus de gens. Maintenant, il lit sa propre nécrologie. Comme l'a dit Mark Twain, les rumeurs sur ma mort ont été quelque peu exagérées. C'était son frère Ludwig qui était décédé. Alors, il a compris à ce moment-là, comme Scrooge et beaucoup d'autres personnes qui ont cette révélation, la vie est belle. Comment s'appelle déjà le héros de La vie est belle? Bailey ou... Oui, George Bailey. Qu'il avait un don, un aperçu de la façon dont le monde allait se souvenir de lui. Et le monde allait se souvenir de lui comme ce salaud de trafiquant d'armes qui a tué des gens, n'est-ce pas? Alors, il a décidé à ce moment-là de créer un testament qui ne serait pas seulement destiné aux découvertes scientifiques, mais qui devait très précisément être pour le bénéfice de toute l'humanité. C'est pourquoi il existe des prix pour la paix, la littérature, la chimie et la médecine. Je veux dire, pensez-y, le premier prix Nobel de physique a été décerné à Wilhelm Röntgen, et il a été attribué pour la découverte des rayons X. Il a inventé... Pensez à toutes les vies sauvées, cancers et tumeurs détectées grâce aux rayons X, comme il le souhaitait. Il a aussi vécu une expérience de mort imminente. Quand Barry a remporté le prix Nobel, il est allé à Stockholm recevoir une grande médaille, similaire à celle que tu vas bientôt avoir. Elle est aussi imprimée en 3D? Un peu prémonitoire, oui. Donc tu vas là-bas, tu reçois cette énorme médaille en or massif et tu reçois une partie, ou peut-être la totalité, 1,2 million de dollars, et tu reçois un certificat et un portrait de ton visage. C'est vraiment une cérémonie splendide. Et Barry me l'a montré. Il vit à Santa Monica et il me l'a montré. Il m'a dit, Brian, signe ce registre pour confirmer que tu as reçu ta médaille d'or, ton million et ton certificat afin que personne ne réclame ensuite son argent. Tu comprends? Ils te font signer un livre. Barry, curieux, tourne la page pour voir le précédent gagnant. Il regarde en arrière et voit Marie Curie. Il voit Richard Feynman à Caltech et il voit Albert Einstein et il voit leur véritable signature de 1922, la signature d'Albert, juste devant lui, qui le fixe, comme pour se moquer de lui. Et il dit « Je ne suis pas digne d'être dans le même univers qu'Albert Einstein. Comment pourrais-je être ici? Je suis un imposteur. Je n'ai pas ma place ici. » J'ai dit à Barry « J'ai 2 bonnes nouvelles. » Lors de notre interview, je lui demande s'il savait qu'Einstein avait le syndrome de l'imposteur. Il me répond « Tu plaisantes ?» Il a dit au contraire « Isaac Newton a apporté plus à la science. » D'ailleurs, la science était le passe-temps de Newton, non? Il a écrit plus sur l'alchimie et la religion que sur la science. Mais bon, et le calcul différentiel, n'est-ce pas? Il a dit « Isaac Newton a fait plus pour la science, les mathématiques et toute la civilisation humaine que n'importe quel homme avant ou après lui, y compris Einstein. » Et j'ai dit « Mais ce n'est pas tout, Barry, parce qu'Isaac Newton avait le syndrome de l'imposteur. » Alors il a dit « Tu plaisantes? Là? Comment? Comment Newton pourrait-il dire qu'il avait le syndrome de l'imposteur? » Et il s'avère qu'Isaac Newton vénérait Jésus-Christ de plusieurs façons.
Il a tout tenté pour l'imiter, même dans les moindres détails, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas changer les pains en poisson, ni l'eau en vin. En fin de compte, Au final, tu sais ce qu'il pouvait faire? Il pouvait mourir vierge. Et il l'a fait. Certains pensent que sa personnalité a joué. Oui, il est mort vierge. Newton est mort vierge. Il disait que c'était son plus grand accomplissement. Il était aussi semblable au Christ que possible. Maintenant, je ne sais pas si le Christ a... Vous savez, un de mes amis professeurs a fait une blague sur la façon dont on choisit son directeur de thèse en école doctorale. Il disait que c'est plus important de choisir son directeur de thèse que de choisir ce qu'on étudie. Tu veux imiter Jésus, c'est ça? C'est comme choisir ton directeur de thèse? Je comprends. Je n'ai pas dit que c'était ma blague. D'accord. Dans ce cas, oui, le syndrome de l'imposteur est réel et touche les scientifiques comme tout le monde. les scientifiques et les artistes. Oui, c'est ça. On n'est pas assez bon, on ne vaut pas la peine. Reculons un peu. Parlons un peu, vous savez, du sujet dont je suis sûre que tout le monde vous pose des questions. Y a-t-il de la vie dans l'univers? Et vous avez laissé entendre qu'il y a quelque chose de très spécial chez nous. Et aussi, s'il y a des trillions et des trillions d'étoiles, de planètes, de galaxies et tout ça, comment est-ce possible, n'est-ce pas? En dehors d'une explication religieuse selon laquelle nous serions choisis par Dieu, ce que nous allons mettre de côté, comment sommes-nous censés conceptualiser cela? C'est intéressant que tu dises « comment sur Terre ?» parce qu'un des endroits où j'ai probablement eu l'expérience la plus étrange, bizarre, inhabituelle, mais aussi presque une expérience religieuse transformationnelle, c'était au bout du monde, au pôle Sud, en Antarctique. L'Antarctique est un continent, ce qui signifie que si tu creuses assez profondément sous la glace, sous la neige, tu atteins la roche. C'est un véritable continent, pour de vrai. Contrairement au pôle Nord, si tu creuses dans la glace là-bas, tu arrives directement à l'océan, n'est-ce pas? Le pôle Nord, c'est l'océan. Il y a des baleines et tout ça? Il y a le Père Noël. Tu le tues. Tu sais, tu tues Mère Noël. Les lutins meurent. C'est horrible. Mais j'y suis allé et c'est une taille d'environ, tu sais, un tiers des États-Unis. C'est un continent immense. D'accord. Quand j'y suis, je pourrais être comme... Tu sais, j'étais en fait le seul juif pratiquant sur tout un continent. D'accord. Tu sais, dis ce que tu veux sur le Moyen-Orient ou autre. Genre, tu sais, il y a des juifs partout, non? Il n'y a pas de Chabad au pôle Sud. J'étais le seul, non? Et c'est juste incroyable de penser à quel point c'est désert. Il n'y avait que 235 autres personnes dans toute la partie du pôle Sud où j'étais. Et c'est à 1100 km de la civilisation, où il y a à peine 1000 personnes. Donc sur tout le continent, il y a 1000, peut-être 1200 personnes au maximum en été, c'est-à-dire quand j'y suis. Le soleil est toujours levé. Et à quelle heure? Le soleil est toujours levé après le début de l'été. Comment sais-tu quand il est temps que la nuit tombe? Quand tu passes la nuit, c'est très difficile. En fait, dormir là-bas, c'est presque impossible. Tu es en haute altitude, à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc tu dois tout le temps aller aux toilettes. Et il fait clair. Le soleil fait juste un cercle dans le ciel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jusqu'à ce qu'enfin, le 3 mars, le 21 mars, il passe sous l'horizon. C'est le premier jour de l'automne au pôle Sud. Les saisons sont inversées, non? Ouais. Et il se lève le 21 septembre, le premier jour de l'automne, ici, le printemps là-bas. Donc ce n'est pas... Mais il ne fait pas complètement noir, n'est-ce pas? Ouais. Et quand le soleil se couche ici, il ne fait pas noir total, n'est-ce pas? Il fait jour, mais en juillet, c'est nuit noire. De toute façon, je ne suis pas là ce mois-là, ma femme n'aime pas et j'ai des corvées. Au pôle Sud, il y a environ 1000 personnes. Aujourd'hui, un septième de la surface terrestre correspond au continent, n'est-ce pas? Donc on pourrait s'attendre, si on faisait juste un raisonnement bayésien, une estimation probabiliste, à ce qu'environ 1 milliard de personnes vivent là-bas. Non, ce n'est pas le cas. Quand certains avancent qu'il y a 1000 milliards d'étoiles dans notre galaxie, chacune avec 10 planètes, ou que David Kipping en parlait récemment, il faut distinguer possibilité et probabilité. Nous n'avons aucune preuve que les pannes viennent réellement d'autres civilisations technologiquement avancées qui, d'une manière ou d'une autre, n'arrivent pas à dépasser le niveau 4 ou 5 et, vous savez, s'écrasent au large de l'île Santa Catalina et font des manœuvres de type tic-tac. Pourquoi s'écrasent-ils? Ils ne savent pas piloter. Ils disaient qu'ils sont venus ici, parlant de Kevin Knuth, votre dernier invité, physicien brillant, et ajoutait que ces choses défient la physique. Ils vivent à un jour-lumière d'ici, puis viennent visiter la Terre. Mais tu sais quoi d'autre est presque à un jour d'ici? La Chine, non? Alors, laissons cela de côté. Mais la possibilité qu'il y ait de la vie, j'admets qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité qu'il puisse y avoir 1 milliard de personnes en Antarctique. Il y a largement assez de place, mais il n'y en a pas. D'accord. Donc tu dois faire face à un fait brutal. Tes anecdotes, tes estimations, elles ne valent rien. Nous avons un seul échantillon. Et en statistique, tu sais que si tu fais un calcul en statistique, souvent tu as 1 sur le nombre moins 1, n'est-ce pas? Donc tu calcules l'écart type, tu calcules l'erreur. Donc n-1 pour n égale 1, ça fait 0, ça explose. Tu ne peux pas calculer une espérance avec un seul échantillon.
Maintenant, si on trouvait de la vie ailleurs, même sur Mars, d'accord, notre voisine céleste la plus proche et la plus semblable à la Terre dans la zone habitable, qui pourrait avoir de l'eau liquide, qui possède beaucoup de matières premières. Il y avait de l'eau, des rivières, des montagnes et une activité volcanique variée. Nous ne voyons aucune preuve de vie ou de technologie là-bas. Selon les rapports, un rover envoyé dans les grottes martiennes aurait trouvé une inscription sur les murs de la grotte de lave. Vous en avez entendu parler? Non? Il n'y avait que 4 mots. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Allez, vous devez savoir que c'est ce qu'on va trouver sur Mars. À propos de Mars, j'aime prendre ceci en exemple, c'est l'un de vos cadeaux d'aujourd'hui. Ceci même est un morceau de Mars. J'ai donc parlé à Elon Musk dans mon podcast, c'est peut-être le seul invité que vous n'avez pas eu. Il veut mourir sur Mars. J'ai dit que j'espérais qu'il ne mourrait pas à l'atterrissage. On m'a dit qu'il veut aller sur Mars sans y mourir. C'est presque impossible, même s'il pouvait y aller, qu'il n'y meure pas. Ce n'est pas comme aller sur la Lune. Ceci est un véritable fragment de la planète Mars. D'accord. Waouh. J'ai apporté le certificat de provenance pour toi. Et ceci est pour toi. Je dois dire que j'en ai donné un à Joe Rogan, mais il l'a fumé. Et j'ai le sentiment que tu ne vas pas faire ça à Mayim, alors je vais te le donner. Tu peux toucher un morceau d'un autre monde. Mais comment est-il arrivé ici? On dirait du schiste. Oui, ça a l'air très lisse. C'est brillant. Ça a été découpé. Coupé à partir d'une plus grande couche. Je suppose, mais je dis juste que ça ressemble à une pierre. Oui. Ouais, Jonathan, regarde ça. Il y a un petit bord bosselé. Il a un bord bosselé. Ça ressemble un peu à un fromage, comme un fromage raffiné quand il a du blanc à l'extérieur. Le brie? Non, mais plutôt le genre plus raffiné. D'accord. Waouh. Ne le sors pas de son étui. Je veux dire, Mets tes mains pleines de graisse dessus. maintenant, il y a de la vie dessus. C'est magnifique. Maintenant, il y a de la vie dessus. N'est-ce pas magnifique? Ça l'est vraiment, quand tu le regardes. Maintenant, comment est-ce arrivé ici? Tu pourrais te demander, comment est-ce arrivé ici? Des théories? Elon ne l'a pas ramené? Pas encore. Pantalon. C'est arrivé ici par la 405, non? C'est arrivé ici par panspermie. La façon dont la panspermie fonctionne, j'adore la panspermie. C'est comme le givre sur la citrouille. Ça sonne un peu salace. Ce n'est pas sale. C'est un mot scientifique légitime. Qu'est-ce que la panspermie pour les auditeurs et les spectateurs? La panspermie est une théorie affirmant que la vie sur Terre viendrait de l'extérieur, amenée par des roches, météores, météorites et autres objets tombés ici. Ce que j'aime dans cet échantillon, et la raison pour laquelle j'ai collecté des échantillons de Mars, de la Lune et d'autres choses, c'est que cela nous montre que non seulement notre planète est active, mais aussi que notre système solaire l'est. Nous échangeons de la matière avec toutes les planètes du système solaire depuis l'époque où le système solaire s'est vraiment formé à partir de la soupe primordiale de notre système solaire. Toutes. Pratiquement toutes. Je veux dire, c'est difficile de sortir du lot. Elles ne sont pas très loin. Quand vous avez parlé à Neil deGrasse Tyson, vous savez, il s'en vante encore un peu. Mais oui, c'est loin, mais le temps continue de passer. Aucune limite n'existe sur la quantité échangée. Cette météorite provient d'un plus grand échantillon d'Afrique du Nord-Ouest. Le certificat est intégré dans le télescope, vous ne l'oublierez donc jamais. Et cela montre qu'elle a été trouvée en Afrique du Nord-Ouest. Elle possède la composition chimique de certaines parties de Mars qui ont été étudiées avec les sondes qui tournent autour, les rovers qui creusent dedans et analysent sa composition. Et la raison pour laquelle elle paraît rouge, c'est parce qu'elle contient une certaine quantité de fer. Donc c'est essentiellement une planète qui rouille. Donc quand on la regarde, elle aura, sous certaines conditions, une apparence rougeâtre. La Terre et Mars échangent de la matière depuis des milliards d'années. Cette période correspondait aussi à l'époque où de l'eau coulait à la surface de Mars, non? Il est donc difficile d'imaginer qu'aucune trace de vie terrestre n'ait été trouvée sur Mars, étant donné leur proximité. Maintenant, les gens supposent toujours que la chose intéressante, c'est que cela s'est produit dans l'autre sens, que cela est venu de Mars vers la Terre et que c'est là que tout a commencé. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de cela. Nous n'avons absolument aucune preuve. Donc, la possibilité que cela soit vrai, je l'admets, il y a une énorme possibilité que ce soit le cas. Environ tous les 2 ans, j'entends des gens comme David Kipping, un brillant pédagogue avec une excellente chaîne YouTube, dans votre émission. Vous savez, il a presque l'air mélancolique, vous voyez, parce qu'il ne peut pas dire comme « l'écran est dans le chemin », c'est évident. Et c'est une situation très dangereuse dans laquelle se trouver. Lui et moi en avons parlé parce qu'en science, on a cette tentation de trouver ce qu'on cherche à trouver. Les mots les plus dangereux en science, c'est quand on dit quelque chose comme « Eureka, j'ai trouvé », comme Archimède l'a dit, parce qu'en fait, on montre qu'on avait déjà un résultat préconçu. Et dans ce cas, tu n'es pas différent de l'apologiste chrétien, de l'apologiste juif, qui dira que tout a un créateur et donc que l'univers ne peut pas venir de rien. Lui aussi doit avoir été créé. Donc, c'est un argument d'apologétique. Quand on évoque des extraterrestres capables de venir ici en défiant les lois de la physique, je rappelle que je suis physicien et que je peux faire l'équation de Dirac.
Je peux te montrer où les preuves expérimentales ne correspondent pas à l'étalonnage. Pourquoi tu ne me parles pas? Quand ils réunissent des panels, ils en réunissent. Mon ami David Spiegel préside la Fondation Simons. Nous avons fondé ensemble l'Observatoire Simons. Il a réuni pour la NASA un panel d'experts qui a conclu que 95% des phénomènes étaient expliqués, mais 5% restaient inexpliqués. Et donc, les vrais croyants, dont beaucoup sont passés dans mon émission, je crois qu'ils ont vu des choses, je crois qu'ils ont vécu des expériences. Mais comme tu l'as dit auparavant, le pluriel d'anecdotes n'est pas une donnée, n'est-ce pas? Ce sont des expériences. Mais, et tu sais, le goût ne se discute pas, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, il faut regarder. Est-ce que ces 5% de choses cachent tous les phénomènes réels? J'appelle ça les extraterrestres bouche-trou. Tu sais, c'est comme le dieu bouche-trou. Comme si tu pouvais tout expliquer en utilisant Dieu. Tu l'insères là, mais la science avance. Comme tu l'as dit, on pourrait trouver des preuves pour tous ces phénomènes, y compris les expériences de mort imminente. Et il y a 100 ans, je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant parce qu'on n'avait pas la technologie. La technologie évolue toujours, mais tu ne peux pas dire que la technologie du futur nous permettra de combler les lacunes que nous ne comprenons pas actuellement en ce qui concerne des choses comme les extraterrestres, et ainsi de suite. Il est plausible que la vie soit apparue sur Mars ou sur Terre, mais nous n'avons aucune preuve. Cela ne signifie pas qu'on cesse de chercher. Que penses-tu de la théorie de la simulation? Je pense que je suis ici en partie pour cela. Mon ami Rizwan Virk était là. On adore ça. Je les adore. Oui, c'est vraiment un mec adorable. L'hypothèse de la simulation est aussi une approche très déiste des choses. Il y a peut-être un maître simulateur. Il y a une couche de réalité de base. Et il y a un système d'exploitation qui est un peu comme la Torah, tu vois, pour moi. Quand j'y pense, il y a tout un tas de questions que je voudrais poser aux créateurs de la simulation. Je trouve cela intéressant à spéculer. Je ne suis pas, tu sais, aussi convaincu par la simulation que Neil deGrasse Tyson. Et en gros, il y a des moyens de repérer, par exemple, des preuves de cela. Ou, tu sais, en gros, l'hypothèse de la simulation nécessiterait un stockage infini, une mémoire infinie. Et c'est une extrapolation de ce que l'humanité a construit, non? Attends. Quelles preuves as-tu? Je connais les preuves conceptuelles, comme des personnes ayant vécu des EMI qui disent avoir vu qu'elles avaient choisi leur vie, que tout est un programme, et qu'on vit comme dans des casques de réalité virtuelle sans le savoir, pensant que c'est réel alors que ça ne l'est pas vraiment. Quelles autres preuves est-ce que je devrais chercher selon toi? Pour la simulation, j'en cherche, oui, mais tu ne vas pas prouver non plus. Il n'y a pas de bugs, ce n'est pas comme dans Matrix. Voilà, c'est ça le bug, c'est le truc. Si t'as un bug, tu vois, ça peut servir de preuve, non? Bien sûr, mais tu ne peux pas dire que l'absence de bug prouve qu'il n'y en a pas. Tu vois? C'est vrai. Comment le soumettre à la science? Certaines personnes disent « les avions tombent du ciel ». Moi, je me dis que ça ne ressemble pas à un bug. Je veux dire, c'est horrible, tragique, et ça ne devrait pas arriver. Dans cette simulation, ces choses arrivent. Oui, c'est vrai. Tu avais demandé tout à l'heure, tu sais, pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Je dis toujours, eh bien, qu'est-ce qui est pire? Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Ou quand de bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes? Qu'est-ce qui t'irrite le plus? Bien sûr. Mais l'un de ces exemples constitue-t-il un indice en faveur d'une simulation? D'accord. Mais si tu résumes, il n'y a pas d'athée. Même Dawkins, même tu sais, Stephen Hawking, le grand Stephen Hawking aujourd'hui disparu, même Harris, ils ne peuvent pas réfuter la proposition que Dieu crée et façonne la réalité. Tu ne peux pas non plus réfuter cette proposition. Il faut donc se demander quelles sont les contraintes physiques et énergétiques, comme tu le ferais à propos de Dieu. Maintenant, Dieu s'en sort parce qu'il est omnipotent, il est omniscient et ainsi de suite, n'est-ce pas? Malgré les limites imposées par le libre arbitre humain et d'autres arguments classiques, je trouve cela intéressant et digne d'exploration. Mais au final, cela doit être soumis à une falsification, pas à une preuve. Je ne vois pas beaucoup de façons de le falsifier. Cela ne veut pas dire qu'il existe, comme l'a dit Neil. Neil a dit que j'ai du mal à être en désaccord avec ça. Eh bien, c'est peut-être un signe, vous savez, de la limitation de celui qui l'examine, non? Je n'abandonne pas en disant « Eh bien, je ne pense pas pouvoir prouver que le multivers n'existe pas. Je vais tenter de prouver son existence, où que cela mène, même si cela le met en conflit avec la Bible ou une doctrine religieuse. » Nous voulions simplement évoquer un sujet d'actualité avec vous, étant la première personne reçue depuis que cela est d'actualité. Il y a eu, et je ne sais pas si c'est aussi une sorte de biais d'observation, il y a eu récemment un groupe de décès et de disparitions de certains scientifiques qui ont été liés à la recherche nucléaire, à des programmes aérospatiaux. Vous savez, pour beaucoup de gens, la réponse n'est pas vraiment les extraterrestres. C'est généralement un gouvernement secret ou peut-être un gouvernement adverse.
Avez-vous un avis sur le moment où ces choses-là percent un peu dans le monde et qu'il se passe quelque chose de vraiment visible? Le gouvernement a déjà admis qu'il n'y avait pas eu de transparence, ce qui ne devrait pas nous surprendre parce que, vous savez, c'est le gouvernement. C'est vrai pour toute administration car la structure gouvernementale favorise le secret et parfois l'irrationalité. Mais qu'en penses-tu? Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Est-ce que ça te fait réfléchir? Eh bien, j'ai été vraiment troublé récemment. Un très bon scientifique que je respecte et admire à bien des égards. Elle a en quelque sorte présenté l'un de ses décès comme une preuve, peut-être, d'une dissimulation de phénomènes Pan. Ce scientifique qui travaillait au Chili avait travaillé sur des phénomènes pour détecter des signatures anormales de lumière clignotante qui ont été signalées pour la première fois dans des données récemment. Les données ont été collectées dans les années 1950 avant le programme spatial. Et cela avait en quelque sorte l'apparence de panneaux solaires ou quelque chose de similaire bien avant que les panneaux solaires ne soient inventés et bien avant même que le programme spatial n'existe, même du côté russe. Je ne sais pas, cela prouve-t-il que des extraterrestres nous visitent? Non, je n'ai pas aimé cela, et je ne citerai pas son nom, mais elle confondait les choses. Le fait que le scientifique qui est décédé travaillait sur une technologie qui aurait pu détecter l'existence de ces engins. Actuellement, elle sous-entend peut-être qu'il a été assassiné, n'est-ce pas, par une force, un gouvernement qui ne voulait pas que sa vérité soit révélée. Bla bla bla. En réalité, le scientifique est allé se promener dans le désert d'Atacama, là où se trouve notre observatoire Simmons. C'est un endroit incroyablement désolé. Ils l'utilisent en fait comme simulateur pour Mars, parce que c'est le désert le plus sec de la Terre à bien des égards, avec une altitude extrêmement élevée, très rocheux et désolé. Ce gars, un homme plus âgé, est parti en randonnée avec une demi-bouteille d'eau et a été retrouvé sans vêtements. Il disait que c'était une preuve d'un phénomène que des neuroscientifiques comme vous pourraient expliquer. Dans le désert, sous des conditions extrêmes de froid ou de chaleur, les gens peuvent enlever leurs vêtements ou agir de façon risquée, ce qui peut entraîner leur mort, comme cela s'est produit ici. Ils enquêtent toujours sur des anomalies et peut-être sur son cas, il s'était aussi disputé avec un étudiant la veille ou similaire. Écoutez, c'est n'importe quoi. C'est une tragédie et vous en profitez pour semer l'incertitude, les préjugés et la méfiance envers le gouvernement. J'ai moi-même une méfiance saine envers le gouvernement. Mon beau-frère est un marine de reconnaissance. D'accord, ce gars est le plus coriace que vous ayez jamais rencontré et il est allé 39 fois en Afghanistan. Et c'est tout simplement la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Un vrai patriote. Juste un mec génial. Il a subi le waterboarding. Il a été torturé. Le gouvernement l'a intentionnellement laissé mourir parce qu'ils essayaient de le tester et de prouver sa valeur. Et il a réussi à chaque fois. Et il s'efface même en disant « Je ne suis même pas aussi digne que certains de mes collègues, dont certains ont fait, vous savez, le sacrifice ultime, n'est-ce pas ?» Je ne me fais aucune illusion sur le fait que notre gouvernement teste les gens, trompe les gens et fait ce genre de choses. Mais cela ne pourrait-il pas expliquer pourquoi nous voyons toutes ces choses et pourquoi les pilotes de l'armée de l'air et de la marine voient ces choses et peut-être qu'ils sont testés, peut-être qu'on met leur loyauté à l'épreuve, peut-être qu'il y a des adversaires qui essayent de faire cela. La première explication ne devrait pas être une réponse d'excuse. Cela ne devrait pas ressembler à ce que font les apologistes chrétiens et juifs qui expliquent une anomalie en supposant connaître déjà la cause. Ce n'est pas scientifique. Je vais poser encore une question avant que nous nous disions au revoir. J'ai une obsession étrange pour les mutilations de bétail, parce que les mutilations de bétail... Bonjour, en fait. Non, mais il y a... Non, mais il y a ces mutilations de bétail où des organes bizarres sont découpés. Il n'y a aucune preuve de la façon dont quelqu'un arrive dans ces endroits, en découpant des langues, par exemple. Je veux dire, Valérie va me soutenir là-dessus. En découpant des langues et des ovaires avec des incisions bizarres. Pour moi, peu importe ce qui arrive, quelqu'un pourrait-il expliquer pour qu'on cesse de se poser des questions? Et en fait, quand les choses ne sont pas expliquées, on se pose toutes sortes de questions. Et quand on a Internet et la possibilité pour les gens de communiquer, ça engendre beaucoup de suspicions. Je pense que c'est similaire à l'idée de ces armes à énergie sur lesquelles 60 Minutes a récemment fait un reportage où des personnes ont eu d'horribles problèmes physiques et ont été attaquées d'une certaine manière. Et on leur disait « Tu inventes tout ça, tu deviens fou ». Et ensuite, ils découvrent la technologie que nous n'aurions pas pu comprendre scientifiquement. Donc, il y a cet écart entre la science qui veut des explications et des preuves, naturellement, et des choses que nous ne pouvons pas comprendre avec nos données observables actuelles, qui sont difficiles à expliquer ou qui peuvent être très réelles.
Je pense qu'elles seraient impossibles à expliquer pour presque tout le monde, sauf peut-être un petit groupe de scientifiques. N'oubliez pas, vous savez, comme l'a dit Arthur C. Clarke, qui a donné son nom à mon podcast, il a dit que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Lorsque vous découvrez une nouvelle technologie, voici mon exemple préféré. Tout le monde connaît le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, mais un programme tout aussi important existait au MIT et au Royaume-Uni pour développer le radar. C'était une arme incroyable que nous avons pu utiliser, non seulement pour détecter des choses, mais aussi pour faire de l'espionnage, pour faire du leurrage. Donc l'une des choses que Louis Alvarez, qui a ensuite remporté le prix Nobel, et qui est aussi celui qui a proposé la théorie selon laquelle la météorite de Chicxulub, qui a frappé la Terre il y a 66 millions d'années, a causé la disparition des dinosaures. Lui et son fils ont travaillé là-dessus ensemble. Malgré tout, c'était un des plus grands génies du siècle dernier. Il a eu cette idée. Quand les Allemands cherchent nos avions qui arrivent, ils envoient des ondes radio. Ils avaient aussi un radar de base. Donc si on les trompe, on peut envoyer ce qui suit. Les signaux diminuent selon l'inverse du carré de la distance, donc en s'éloignant, le signal faiblit de plus en plus. Ils pensaient que les avions partaient. Ensuite, une bombe est larguée sur eux. Si vous étiez un soldat allemand et que vous observiez, vous diriez « cette chose s'est éloignée puis nous a bombardés ». Elle allait plus vite que la lumière, c'est-à-dire elle a défié les lois de la physique. Ou comme mon petit enfant le disait, elle a défié les lois de la fixe physique. La physique, ça a du sens en quelque sorte. Il y a donc beaucoup de choses, je suis sûr que nous ne comprenons pas. Une mutilation de bétail, c'est l'armée. Aucun sang, la langue et les organes ont été retirés avec une grande précision. Pourquoi pas de sang? Eh bien, tu es végétalien, donc n'importe quoi. Même moi en train de manger un sandwich, je sens que ça va paraître suspect. J'adore Kevin Knuth. Je crois que je le prononce correctement. Oui, la seule chose qui m'a dérangé dans cette excellente interview, c'est qu'il a débuté en affirmant qu'en 1968, à l'Université d'État du Montana, il y avait eu des mutilations de bétail. Et ça m'a un peu intéressé aux phénomènes anormaux que personne ne pouvait comprendre. Je me suis dit que je commence à apprendre et je ne l'aurais pas su sans votre question. Je n'ai pas d'expertise particulière et je pense qu'un bon scientifique, je ne sais pas. Mais cela a mis en lumière quelque chose sur sa psychologie, ce que je ne vais pas juger comme bon ou mauvais. Je dis simplement que cela m'a aidé à mieux le comprendre sur le plan psychologique. Tu devrais revenir pour revoir nos épisodes. Oui, sérieusement, c'est comme une invitation. Incroyable, vous me bluffez. Attendez, je veux vous montrer autre chose. Allez-y, vous connaissez Amy Farrah Fowler, elle a eu le prix Nobel. C'est vrai, j'ai aussi perdu 5 Emmy Awards. On est donc toutes deux des perdantes. On peut faire ça, non? Mais tu ne peux pas écrire perdre le Nobel. Donc, dans mon podcast, qui tire son nom d'un aphorisme de Sir Arthur C. Clarke, il avait beaucoup d'énoncés, beaucoup d'aphorismes, dont l'un était la magie. Tu sais, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Pour chaque expert, il existe un expert tout aussi compétent et d'avis contraire. J'aime le rappeler à mon chef de département. Et puis il a dit, la seule façon de connaître les limites du possible est d'aller au-delà, dans l'impossible. Compris. À l'Université de Californie à San Diego, j'ai cofondé avec des collègues le Centre Arthur C. Clarke pour l'imagination humaine. J'ai lancé le podcast pendant le COVID, comme vous, car les auteurs ne pouvaient pas faire de promotion. En tant qu'auteur, j'aime soutenir les auteurs et les penseurs, comme les lauréats du prix Nobel. Nous recevons des invités variés, mais votre podcast à tous les deux est une vraie source d'inspiration. Je souhaite vous remettre la médaille Keating pour l'imagination impossible. Ce n'est pas un prix Nobel, mais il y a votre nom dessus. J'adore ça. Merci pour Jonathan. Et ceci est une météorite, comme je l'ai dit plus tôt, c'est en quelque sorte le reliquat, si vous voulez, de l'étoile qui est morte pour former notre Terre. Et à l'intérieur, il y a du fer, du nickel et du cobalt hautement magnétiques. Et j'en offre en fait sur mon site web. Toute personne avec une adresse email en .edu peut en obtenir une. Peut-être indiquez-le dans les notes de l'émission. Mais ceci est aussi très magnétique, magnifique. Le fer de cette météorite est identique à celui de l'hémoglobine dans notre sang. Il existe donc un lien entre eux. Et si vous prenez le métal et que vous regardez à l'arrière, là où se trouve le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, vous le reconnaîtrez. D'ailleurs, vous savez, le nom de ce podcast vient de ce film. Je ne le savais pas. Donc, il y avait un ingénieur chez Apple qui s'appelait Vinnie Sorico et il a développé l'iPod. Et quand il a développé l'iPod, il a dit qu'on devrait l'appeler l'iPod parce que ça ressemble à... Tu te souviens du cercle dessus? Ça ressemble à l'œil de Châle dans 2001, l'Odyssée de l'espace sans blague, et Steve Jobs a adoré. Et ils l'ont appelé l'iPod. Et aujourd'hui, on est sur un podcast. Waouh! Exactement. Donc, tout ça, c'est grâce à Arthur C. Clarke. D'accord. Donc, si tu regardes ici, c'est magique. Sans blague. Magique, incroyable. Preuve que les mutilations de bétail viennent des extraterrestres.
Waouh, merci beaucoup, c'est vraiment spécial. Merci à vous d'être ici. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de ces livres incroyables et surtout des histoires personnelles et des transformations qui ont mené à ces leaders qui ont eu un impact si important sur le monde. Et même si vous n'avez pas remporté de prix Nobel, nous pensons que vous êtes incroyables et nous sommes tellement reconnaissantes de vous avoir ici. S'il vous plaît, dites aux gens où ils peuvent en savoir plus sur vous, évidemment vos livres, tout ça. J'ai un podcast et une newsletter Substack, un peu, vous savez, en imitant, en suivant votre exemple, l'hypothèse de simulation de Mayim Bialik. Donc, voilà. Donc, chaîne YouTube, podcast, livre, briankeating.com. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai l'impression qu'on débutait à peine avec le Dr Keaton. Pour en savoir plus sur cette conversation, consultez le contenu exclusif sur Substack, Mindy Alex Breakdown sur Substack. Et de notre débrief à la crise de nerfs qu'on espère vous éviter, on se retrouve la prochaine fois. It's Maya B. Alex Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down